Septième épisode de l'édition Football, le bulletin sportif. Merci d'être là tout le monde. Encore un excellent show qu'on vous propose. Show spécial parce que, en compagnie de William Julien et Marc Gagnon, pour ceux qui se rappellent, Marc Gagnon était avec nous l'année passée à la fin de l'année. Marc Gagnon se joint à nous pour cette édition spéciale-là. On fait notre, je ne veux pas dire bilan, mais on fait on donne nos prix de mi-saison, si on veut, aux joueurs par excellence défensifs, offensifs, nos coups de cœur, nos déceptions, en collégial D1 et D2. Donc, suivez ça, qui ont été les joueurs qui s'en sont le plus démarqués depuis le début de la saison, selon nos intervenants et moi-même. De plus, on va évidemment parler des deux matchs de la fin de semaine au football universitaire avec Jason Bryan, Jean-Baptiste et Pat Bois. Donc, ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent show. Restez là. Foot universitaire avec Pat Bois, Jason Bryan, Jean-Baptiste. Bonjour, messieurs. Salut, Phil. Salut, Phil. Deux matchs quand même intéressants. Moi, la semaine passée, on a jasé de comment ces équipes-là, quand je dis ces équipes-là, on parlait de Sherbrooke, McGill, Concordia, allaient être en mesure d'éventuellement rattraper les programmes puis l'écart qu'on a parlé avec les programmes que sont les Carabins et le Rouge et Or. Donc, on se doutait évidemment qu'on n'aurait pas mis beaucoup d'argent sur les adversaires du Rouge et Or des Carabins pour cette semaine, après ce qu'on s'était dit. Avec raison, c'est correct. J'étais quand même content de voir certaines choses. L'écart est toujours là. Puis c'est parce que cet écart-là de profondeur, de tout ce qu'on peut avoir expliqué la semaine passée, qui fait que, ultimement, même si McGill et Concordia ont joué des bons débuts de match, à la fin, tu le sais que Rouge et Or et Carabin vont trouver des façons de gagner. Ils l'ont fait. On va commencer en regardant le match entre Montréal et les Redbirds. Les Redbirds avaient bien commencé, très, très bien commencé en fait. Ils menaient 6-0 après un quart. Ils sont allés inscrire un touché après une grosse interception de Ryan McNally sur Jonathan Sénécal. Une passe d'ailleurs que je pense qu'il aurait aimé ça recommencer ce jeu-là parce que quand il a lancé le ballon, il y avait à peu près juste McNally qui était dans les alentours du ballon. Puis gros retour qui a permis de ramener ça au 6 ou à peu près. Bref, on complète ça avec un touché. McGill qui prend les devants 13-0 dans le match. Mais il suffit de prendre le temps d'aller chercher une bière puis remplir la poche de peanut. Puis c'était. le Montréal était de retour, puis ils ont pu regarder en arrière par la suite. Vos impressions de ce game-là, Pat, vas-y. Non, je pense que McGill, bien commencé en vue de game, c'est sûr que c'est 13-0, mais tu te contentes contre Montréal puis Laval, on a déjà parlé, il ne faut pas que tu te contentes de placement. C'est une situation que s'il aurait pu faire conclure avec des touchdowns, mais tu sors une game de 21-0, puis là, c'est pas juste Montréal Montréal est pas juste, ils sont pas juste comme on est là, tu commences à sentir qu'il y a un sentiment d'urgence, puis ça commence à être grave, mais vu que c'est des placements, mais ça reste que ça on monte pas nécessairement, ça donne pas ça n'a pas le même impact psychologique pour les joueurs et pour l'équipe. Je pense à la même fois que Montréal a arrangé le tir, mais ils ont géré leur situation, mais je trouve quand même ça inquiétant le nombre de verges au sol qu'ils ont donné là, durant le match. Là, c'est pas à leur habitude. Donc, c'est savoir si McGill ont vu quelque chose au match-là ou c'est à Montréal qui ont vraiment des trucs à corriger. Là. Je pense qu'il y a un crédit qui va à McGill à ce niveau-là, mais je pense que Montréal, il faut qu'ils se regardent dans le miroir. Là, que s'ils veulent jouer du football de fin de saison, mais tu ne peux pas donner autant de verges au sol. Là. Non, effectivement, Brendan Ciccarello, un autre gros match, 118 verges au sol, tu as bien raison. Jason, toi, comment tu as vu ça? Parce qu'effectivement, il faut donner crédit à McGill pour son début de match. Tu l'as dit, Pat, il faut essayer de frapper fort autant que possible. Surtout le premier placement là, qui aurait pu effectivement virer en toucher. Le deuxième, bon, ça reste un placement de 45 verges. Là, on a profité de où est-ce qu'on était rendu. On a au moins marqué ces points-là. Mais Jason, justement, là, comment tu vois ça, ce début de match-là de McGill? Puis, ton impression du match en général? Ouais, sincèrement, je pense que McGill, encore une fois, ils ont fait un bon travail, ils ont bien couru le ballon, bon travail de la ligne offensive, mais je pense qu'au final, du côté de Montréal, ce qui est arrivé, c'est que dès le deuxième quart, avec Jonathan Sénécal, ils se sont rattrapés. Jonathan Sénécal, il a mené
En verge, les porteurs de ballon des Carabins avec 74, je pense quelque chose comme ça. Fait Ouais. au final, ils ont vraiment réussi à trouver des moyens de enchaîner des séquences, enchaîner des premiers essais, garder le contrôle du match. La connexion Sénécal-Chabot a vraiment eu du succès dans ce match-ci. Chabot a terminé avec plus de 100 verges. Fait qu'au final, je pense que McGill, ils ont bien amorcé le match, ils ont bien exécuté, mais Montréal se sont ressaisis. Puis avec Jonathan Sénécal, qui est vraiment en train d'avoir une saison exceptionnelle avec 13 passes de toucher, 4 interceptions, vraiment, c'est le joueur par excellence au Québec en ce moment. Puis il l'a montré. Puis grâce à grâce à sa performance, malgré les difficultés de la défense des Carabins à stopper le jeu au sol, ils ont pu quand même enchaîner des bonnes séquences offensives puis garder le contrôle du match. Fait que pour moi, c'est ça qui a expliqué la victoire des Carabins. Est-ce qu'il faut se poser des questions? La fin de match des Carabins contre Sherbrooke était... Tu sais, sur le coup, tu regardes le pointage, tu peux dire que, il avait mis la pédale douce un peu, qu'il avait changé quelque chose. Mais quand tu écoutais les joueurs après le match parler, il y avait de la solide insatisfaction. C'était pas juste une question de on a changé des affaires, on a essayé, fait qu'à cause de ça, on a été moins efficace. Visiblement, il y a beaucoup de joueurs qui étaient très insatisfaits de la fin de match contre Sherbrooke. Et là, on amorce le match contre McGill lentement. Je ne sais pas si les gars se sont parlé, puis c'est ce qui a fait qu'après ça, ils ont redécollé. Est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est normal, justement, dans une saison où tout semble bien aller, ou ça démontre à quel point, quand Sénécal n'est pas en train de tout faire marcher à 100%, cette équipe-là a ses faiblesses, puis ça va être dangereux. Parce que, comme je dis, tu sais, ça arrive à tout le monde là, d'avoir des petits let-downs dans un match, dans une saison. Mais d'avoir une fin de match contre Sherbrooke, puis un début de match comme ça contre McGill, alors que les gars, c'était vraiment dit, écoute, il faut partir fort. On ne peut pas se permettre d'avoir des baisses de régime comme ça. Il faut le voir comment. Est-ce que Montréal a une faiblesse quelque part ou si c'est juste la normalité des choses? Mais pour moi, Montréal, Jonathan Sénécal, il ne peut pas constamment sauver l'équipe en courant. Je pense que tu ne peux pas vivre de ça. C'est sûr que s'il le fait dans des situations, tant mieux, mais je pense qu'il faut que à long terme, ça peut être dangereux pour eux. Puis si lui il tombe, mais la saison tombe. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, n'importe quelle équipe qui perd son meilleur joueur est affectée. Mais regarde, Mittal, quand il quitte Laval, l'équipe continue d'être extrêmement dangereuse. Ben, Mittal va toucher le ballon 10 fois par game, mais Jonathan Sénécal, il touche 80. Non, tu as parfaitement raison. Là, c'est sûr et certain que ça joue pour beaucoup. Mais tu sais, la réalité est que le meilleur joueur des Carabins, puis il joue comme le meilleur joueur de la Ligue, il n'y a pas de doute. Fait que c'est ce qui fait que les Carabins sont au sommet et qu'ils vont gagner les matchs quand Jonathan est à son maximum. Mais ça reste quand même que je me pose des questions. Pas parce que j'ai peur que Sénécal se blesse ou quoi que ce soit, c'est même pas cet aspect-là. C'est vraiment le côté de quand tu vas réaffronter Rouge et Or. Si tu vas affronter le Rouge et Or, évidemment, à la Dunsmore, je dis évidemment, bon, on s'attend à. Puis si tu passes plus loin, ben les équipes que tu vas affronter, ce ne sera pas des pieds de céleri, ils ne vont pas t'en donner là, de break. Fait qu'il va falloir que que ce soit le jeu au sol. Bon, je comprends que Dembélé n'est pas là, on a des blessures là. Mais en tout cas, il y a des éléments. On a réussi à courir beaucoup, tu l'as mentionné, Pat, on a réussi à courir beaucoup contre Montréal. Là. Est-ce que McGill a trouvé une brèche, quelque chose? Les autres vont faire du tape, ils vont regarder qu'est-ce qu'il y en a. Ils n'ont peut-être pas tout un Brandon Ciccarello qui est excellent, là. Il faut lui donner, mais ça reste qu'à quelque part, on a réussi à faire des bonnes choses contre Montréal, des choses qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir. Puis encore là, je le sais qu'on insiste beaucoup sur les mauvais côtés de certains aspects. Quand c'est McGill qui se fait planter, on dit que c'est parce qu'il joue mal. Quand Montréal ne fait pas quelque chose de parfait, on insiste dessus au lieu de voir le beau côté de l'autre bord. Mais ça reste que quand je regarde Montréal, puis je regarde Laval, ces petits détails-là de Montréal, ils ont besoin d'être sharp là, quand ils vont être contre Laval la semaine prochaine. Non, je suis d'accord avec toi, Phil. Je pense qu'au final, ce qui va être important, c'est que Montréal, au niveau de leur front défensif, je pense qu'ils doivent générer un peu plus de pression que ça. Ils ont le talent, je pense qu'ils doivent juste mieux exécuter.
Puis du côté, comme vous l'avez mentionné, au niveau de leur jeu au sol, peut-être trouver d'autres manières d'impliquer les autres porteurs de ballon. Ils ont du talent à cette position-là. Puis ils ont beaucoup de joueurs différents avec des aptitudes différentes. Fait que je pense qu'ils peuvent les utiliser. Puis ça va être intéressant de voir comment ils vont s'ajuster suite à ce match-ci. Ils ont quand même, tu sais, avec Sénécal, c'est sûr que tu veux pas qu'ils courent le ballon, mais si la situation le permet, autant maximiser puis l'utiliser à son plein potentiel si c'est l'opportunité là. Fait que pour moi, il n'y a pas nécessairement de problème à ce niveau-là. Puis aussi, leur ligne offensive joue bien cette année. Fait que pour moi, c'est quand même quelque chose de positif. C'est pas comme si Sénécal était constamment sous pression dans toutes ses actions. Fait que pour moi, ils ont juste besoin de juste se ressaisir un peu. Tu l'as mentionné que il y avait de la frustration de la part des joueurs. Moi, de mon point de vue, c'est une bonne chose parce que pour moi, ça montre que ces joueurs-là s'approprient vraiment leur performance, puis s'approprient l'importance de passer à un prochain niveau. Fait que pour moi, c'est quelque chose de positif. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite des choses. Juste un point aussi, le fait que Chikorella a quand même beaucoup de verges, mais c'est sûr que toutes les défensives de la ligue, les alliés défensifs ont toujours une stratégie pour pas qu'Eloa garde la balle non plus. Fait que quand ton gars qui est responsable du dernier gap est sur le corps arrière, mais ça peut ouvrir, des fois ça a tendance à ouvrir des brèches. Fait que je suis pas sûr que Montréal, quand il joue contre toutes les autres carrières de la Ligue, il accorde autant de respect. Donc, ça explique aussi des choses, des fois, que certains jouent sur des cutbacks, mais là, l'allié défensif ou le secondaire est là, puis le jeu est à négatif. Donc, le carrière de McGill ouvre beaucoup le jeu pour ses porteurs de ballon aussi. Là. Exact. Ben écoute, ça donne une idée. Ça a fait le tour du match Montréal-McGill. Concordia-Laval. Encore une fois, un départ vraiment solide de Concordia, défensivement surtout. On prend les devants. On semble en contrôle du match. Et là, arrive une situation où on tente un placement de 51 verges. Oui, vent dans le dos, semble-t-il, si je me fie à ce qu'on disait sur place. Mais c'est un placement de 51 verges qu'on tente. Je sais qu'Éric Maximiuk a un pied extraordinaire, là, particulièrement sur le dégagement, ceci dit, mais bon, il reste qu'il y a un placement tenté de 51 verges. C'est raté, à court. Guillaume Cochon le ramasse, traverse 110 verges, s'en va créer l'égalité. Est-ce que comment vous voyez ce jeu-là, cette décision-là d'abord? Pas l'exécution, moi, tu sais, rater un botté de 51 verges, fair enough. OK? Mais est-ce que cette décision-là est une décision prise parce qu'on sent qu'on est obligé de forcer les choses, prendre des risques, jouer à un niveau maximum pour essayer de capitaliser quand on le sent qu'on a un momentum contre une équipe comme le Rouge et Or, ou on a tout simplement manqué de patience. Puis, comment vous le voyez, tout ça? Moi, je pense que les coach Connaughton, il a confiance en son batteur, il pense qu'il peut réussir, mais avec mon expérience en coaching, c'est tôt dans le match comme ça, tu as un placement de 151 verges. De la façon que la défensive elle joue, tu dégages. Tu l'as dit, Maximiuk, c'est un gars qui s'est botté dégagement, il est très fort, il a le vent dans le dos. Il te met ça en dedans du 10 de Laval, mais là, le Rougeur est dans une situation beaucoup plus difficile. Leur offensive n'était pas encore in sync. Je pense qu'il y aurait. Pour moi, on aurait dû faire un dégagement. Je ne suis pas le coach, je ne suis pas payé pour prendre cette décision-là. Mais aussi, c'est comme quand tu as des longs placements, ça te prend un personnel de long field goal. Puis, même si, sauf que ça reste que le 5 des gars qui vont en couverture, c'est des joueurs de ligne offensive. Donc, c'est pas des gars qui sont à l'aise là-dedans. Puis la plupart des équipes préparent des retours sur des longues tentatives de placement. On le voit dans le CFL aussi. Donc, c'est même dans le CFL, des fois, des très longs placements vont avoir lieu quand c'est comme c'est do or die. Tôt dans le match comme ça, je suis pas sûr que moi, c'est le genre de décision que moi j'aurais pas pris ce genre de décision-là en début de match. Ça, c'est sûr. Puis c'est sûr que c'est facile à dire parce qu'il l'a raté et ça menait à ça. Là, on est tous d'accord. Là, mais ça reste que quand c'est arrivé sur le coup, ça restait qu'on voyait que c'était risqué déjà là, quand même.
Ça, tu t'exposes parce que sur la moitié des gars en couverture, c'est pas des gars qui sont là. Puis quand tu as un placement qui est plus court, mais ces gros bonhommes-là ont moins d'espace à couvrir, puis on peut faire en sorte que le filet il est dur à pénétrer. Mais quand tu as tout cet espace-là sur un long placement raté, tu t'exposes. Tu vas le voir à chaque fois sur des longs retours de placement. Il arrive souvent des choses, souvent des longs retours quand c'est raté. Donc, il faut être prêt pour ça. Jason, toi, comment justement tu voyais ça? Parce qu'on l'a vu, le Guillaume Cochon, pour commencer, levons-lui notre chapeau. Là, ça fait 2 semaines de suite qu'il a fait des retours de beauté pour 100 verges et plus, fait que pour des touchés. Bravo à lui. Mais effectivement, quand il prend le ballon, tu le vois qu'il y a de la place pour prendre son élan puis regarder quasiment une route là, dans laquelle il se faufiler pour justement prendre le temps d'aller de se rendre jusqu'au bout. Jason, comment tu vois ce jeu-là? Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, Pat, dans le sens que objectivement, je pense que la meilleure décision a été effectivement de dégager le ballon vu les circonstances, mais en même temps, si tu as confiance en ton botteur, sachant que tu es on the road face au Rouge et Or, si tu as confiance en ton botteur, moi, ça me dérange pas que tu prennes cette chance-là puis que tu sois aussi agressif. Parce que en même temps, tu dois donner toutes les chances de gagner. Puis si tu penses que tu as l'opportunité de changer le déroulement du match puis d'apporter une étincelle, vas-y. C'est sûr que les conséquences ont été vraiment négatives pour la suite des choses, mais j'ai quand même aimé qu'ils aient pris cette chance-là. Puis au final, je pense que Concordia, en début de match, ils ont vraiment bien amorcé, notamment avec leur défense. T'sais, leur défense, les plaqués de Will Castonguay, Mendel Joseph, ces gars-là ont vraiment bien joué en début de match. C'était vraiment des beaux jeux. Nicolas Roy aussi. Fait que je trouve que leur niveau d'exécution puis d'intensité en début de match était là. Puis pour moi, cette décision d'aller pour le placement, ça allait dans ce sens-là. Je pense qu'ils ont voulu aller au bout de, on va dire, leur intensité au début de match puis d'être super agressif. Après, c'est sûr que le Rougeur, ils ont vraiment repris le contrôle du match. Puis malgré les interceptions d'Arnaud Desjardins au courant du match, ils ont quand même trouvé différentes façons de faire bouger le ballon avec leur porteur. Ils ont trouvé quand même des passes sur des zones courtes pour continuer de chercher les premiers essais puis d'aller chercher des verges. Puis leur ligne offensive a quand même bien joué. Fait qu'au final, le Rouge et Or, ils ont trouvé, grâce à leur polyvalence, puis le travail de leurs unités spéciales, ils ont été capables de quand même chercher des belles choses. Puis leur défensive, ils ont réussi à mettre de la pression sur Olivier Roy. Les passes qu'Olivier Roy tentait d'exécuter, très souvent, il y avait un joueur de ligne défensive du Rouge qui avait les bras levés, qui était capable de un peu dévier la trajectoire du ballon. Fait que pour moi, ces choses-là ont fait que le Rouge a vraiment pu s'imposer dans le reste du match. Ben, tu le dis bien, la pression que le Rouge et Or a été capable de mettre sur Olivier Roy a eu un impact. Mais à la fin, Olivier Roy complète 11 de ses 27 passes. À quel point le fait, puis tu sais, je pense que poser la question, c'est presque y répondre, mais quand même, il y a un élément où est-ce que l'année passée, on avait Jeremy Murphy, Jalen Greaves qui sont sur le terrain jeu après jeu. Et là, on parle de, moi, à mon avis, là, si je regarde comme duo de receveurs. Évidemment, Kevin Mittal est le meilleur de la Ligue, là, la question ne se pose pas pour moi. Mais comme duo de receveurs l'an passé, je les place probablement numéro 1 si je veux y aller par groupe de 2. Et là, ces deux-là ne sont pas là cette année. Tu dois rebâtir des choses avec certains. Est-ce qu'il y a une cohésion qu'il n'y a pas? Est-ce que Olivier Roy prend des décisions différentes cette année? Est-ce que c'est la pression dans ce cas-ci? Parce qu'on l'a vu, là, à un moment donné, quand tu complètes 11 en 27, c'est la faute à qui, c'est une chose, mais à la fin, ton jeu de passe qui était ton pain et ton beurre dans les 2 dernières années à Concordia n'a pas la même efficacité, puis c'est plate parce que justement, tu viens de gagner en efficacité sur ton jeu au sol. Puis là, on dirait que c'est quelque chose qui aurait été tellement utile aux Stingers dans ce match-là, parce qu'il n'était pas si loin d'être dans le game. C'est juste qu'en deuxième demi, complétant pas de passe, à un moment donné, tu n'avances pas. Ben, ils n'ont pas marqué de points non plus. T'sais. Tu peux y aller, Pat? On en parlait les autres semaines aussi. Ouais, excuse, Jay.
Vous Oh, m'entendez? c'est correct. Non, Ouais, je on t'entendais pas. t'entend, vas-y, vas-y. Ok, c'est ça. Ok, Vas-y. ok, excuse pour ça. Excusez-moi. Dans le fond, non, on avait parlé les semaines dernières. Depuis le début de l'année, Olivier Roy, des fois, sur les passes profondes, on avait de la difficulté à être précis ça arrivait plusieurs fois durant l'année. C'est arrivé encore une fois, au moins, sur un tracé en coin là, d'Ézéchiel du receveur tiède, où le ballon il a manqué un petit peu de timing. Par contre, il y a quand même deux belles balles profondes qui ont été échappées par le receveur Poirier. Puis tu as aussi une interception qui est échappée par le même receveur aussi. Donc, ça change. Trois jeux qui augmentent sa moyenne. Mais je suis d'accord avec toi que il y a des gars quand même qui sont établis cette année. Jacob Salvaille joue bien. Leur autre receveur, Mancini, joue quand même bien depuis le début de l'année. Ezekiel Tied, mais ils sont pas encore. Je pense pas qu'ils ont levé leur football autant que les deux receveurs que tu mentionnais tantôt l'année passée. Non, ça, c'est sûr que, effectivement, essayer de jouer au même niveau, mais que ces gars-là, ça reste des top guns. La preuve, c'est que Murphy il est dans la Ligue canadienne. Mais c'est ça, là, à un moment donné, il y a un petit élément qui est là, qui manque à l'exécution, qui fait en sorte que tu ne peux pas challenger une défensive du niveau de celle de Laval, surtout avec la tertiaire qu'ils ont, qui est probablement leur force cette année dans cette défensive-là. Si tes receveurs, justement, échappent des ballons, si tu n'es pas précis dans tes passes, peu importe, tout ça, je dis, peu importe la faute à qui, à un moment donné, il faut que tu arrives à. Peut-être que tu ne feras pas aussi bien contre eux que contre d'autres équipes parce qu'ils sont si forts, le Rouge et Or, mais il y a un élément là qu'il faut trouver, pour lequel il faut trouver des solutions si on veut challenger pour une place à la Dunsmore pour les Stingers. On n'est pas si loin, c'est tellement amélioré en défensive. Non, je suis d'accord. Puis, tu sais, je pense que, comme vous l'avez dit, pour moi, c'est de la cohésion générale. Tu sais, il y a un côté que c'est les receveurs que, tu sais, je pense qu'il y a peut-être des erreurs de concentration puis d'exécution. Tu sais, ça reste quand même un groupe nouveau qui est sûrement en train d'apprendre, qui est encore en train d'apprendre le système. Fait qu'il y a un élément de ça. Tu sais, je pense qu'il y a un manque de confort peut-être dans le système qui fait que les réactions, puis il y a un manque de concentration. Puis, tu sais, Greaves puis Murphy, ce qu'ils faisaient d'exceptionnel, c'était la réalité, c'est qu'ils attrapaient le ballon, mais c'est les verges après attraper, puis leur capacité à genre juste dévier, puis esquiver des plaqués, puis générer des jeux explosifs de cette façon-là qui rendaient cette attaque-là exceptionnelle dans les dernières années. Là, c'est sûr que c'est difficile d'aller chercher des verges après attraper si les tracés ne sont pas exacts, s'il y a un manque de concentration quand tu reçois le ballon, tu ne peux pas bien exécuter pour la suite des choses. Puis, ça, je trouve que ça ralentit le rythme. Puis, du côté d'Olivier Roy, je pense que pour lui, c'est pas une zone de confort, c'est pas confortable. Le manque de cohésion avec ses receveurs fait que il va peut-être prendre des moins bonnes décisions, il va peut-être prendre plus de temps pour garder le ballon puis essayer d'exécuter dans les zones profondes. Fait que, pour moi, c'est un mix des deux, puis pour moi, ça va être quelque chose à travailler, puis c'est quelque chose qui va continuer d'évoluer, parce qu'au final, ils ont quand même un bon jeu au sol, fait que pour moi, c'est quelque chose de rassurant. Ils ont un meilleur jeu au sol que dans les dernières années, puis leur ligne offensive, je trouve qu'il fait un excellent travail en protection, puis dans les blocs sur la course. Fait il y a des éléments positifs à cette attaque-là. Je pense juste que la cohésion globale entre carrière et receveur, ça va être quelque chose à travailler pour les dernières semaines. Good. Mention spéciale. J'étais content de voir en début de match dans la tertiaire de voir que Coslens Clervaux et Mendel Joseph, les deux anciens du Vieux-Montréal, les deux recrues, étaient dans l'alignement partant. On l'a vu, Mendel Joseph partait un match pour la première fois. Il frappe fort. Il joue bien au football. Évidemment, l'expérience va rentrer. Il y a un paquet de. Mais j'ai adoré son implication. J'étais content de le voir, puis j'étais content de voir où il en était rendu, de voir qu'il est capable de faire des jeux au niveau universitaire comme il en faisait au niveau collégial dans les dernières années. Ce type de jeu-là où est-ce que, oui, il punit l'adversaire qui s'en vient dans son coin. C'est pas facile de jouer contre lui. C'est des ajouts intéressants là, à cette équipe-là en général, mais à la défensive de Concordia en particulier. C'est intéressant ce qu'ils ont réussi à faire rapidement là-bas pour se structurer une belle défensive. Oh, puis sincèrement, je pense que pour la suite des choses, leur défense va vraiment être la force de cette équipe-là. Le travail puis l'amélioration qu'on a vu depuis le début de la saison, puis l'intensité avec laquelle ces gars-là jouent
pour moi, ça va être là la force de cette équipe-là pour la suite des choses. Puis il reste à savoir si l'attaque au niveau du jeu aérien peut suivre. Mais s'ils peuvent garder ce niveau d'intensité et d'exécution à leur défense, ils pourront vraiment être excellents, les Stingers. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, on n'a pas parlé, mais la façon aussi que Concordia a géré la fin de la première demi en tentant 2 fois des placements en dedans, où le botteur est en dedans de leur 10. Mais tu le sais au football que quand tu fais un punt de ce coin-là, ben, l'offensive adverse, elle reste quand même qui est à un first down de pouvoir tenter un placement elle-même. Donc, tu sais, des fois, il faut prendre. Oui, il faut être agressif. Oui, il faut être fier de ce qu'on fait. Mais des fois, à un moment donné, il faut prendre un pas de recul. Tu donnes 2 points. L'équipe commence à l'autre bout sur le terrain. Puis peut-être qu'il y a un touché de moins en fin de demi. Tu sais, le premier, correct, tu le fais. Mais quand tu le fais à 2 reprises, c'est moi, tu sais, dans mon livre de coach, puis je vois que Jason n'a pas de l'air d'accord. C'est ce qui est arrivé. Là, ils ont le premier coup, ils s'en ont sauvé. Joueurs pour réussir à avoir un first down. Ils ont dégagé, ils ont piné deep. Le coup d'après, Concordia a refait la même chose. Bon retour. Puis, punt block. Après ça, punition. Laval score. Si Laval ne fait pas toucher à la fin de la première demi, la game est totalement différente. Là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, je suis d'accord. La décision, la première fois, je pense que c'était justifiable. Les fois d'après, c'était un peu suspect, mais en même temps, je me dis, si tu veux vraiment gagner contre Rouge et Or à Québec, tu sais, dans cette situation-là où tu vois que ton jeu aérien ne marche pas, tu vois que, tu sais, est-ce que c'est pas mieux, puis tu sais, je te pose la question, est-ce que c'est pas mieux d'être super agressif puis de toujours cash in puis de toujours mettre le plus de chances possible pour avoir le gros jeu ou tu es plus conservateur puis tu essaies de bien jouer la game, mais tu sais qu'en face, c'est une équipe qui exécute mieux, qui a peut-être plus de talent. C'est ça vraiment que j'essaie de me poser comme question. C'est pour gagner face au Rouge et Or ou face au Carabin à leur domicile, peut-être qu'il faut être super agressif. Je me pose la question. Il faut être agressif, mais c'est comme quand tu joues au poker, il faut connaître les odds dans la situation où tu mets ton équipe. Si dans ce pourcentage-là, tu t'exposes à plus de risques, tu es à 80% de donner 3 points, ben, tu es peut-être mieux d'en donner 2. Oh. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais en même temps, ben, c'est comme. Non, mais c'est facile, comme tu dis, c'est facile d'en parler. Sauf que ouais, c'est comme. ça. C'est une question de philosophie. Peut-être moi, dans ma philosophie, quand je coachais, j'étais plus conservateur que coach Collinson, que lui, il est plus high risk, high reward. C'est le plan de match qui vend ses gars, puis on a le couteau entre les dents, puis on s'en va à l'abordage du PEPS, mais c'est all good. Tu vis, tu meurs avec ta philosophie. C'est leur philosophie, mais je la respecte aussi. Là. Puis, tu sais, ça reste intéressant de constater que, on en a parlé, la défensive de Concordia qui a quand même accordé uniquement 23 points, la meilleure performance défensive de la saison contre Laval, à part celle de Montréal. Donc, tu sais, ce côté-là a été bien fait. Est-ce que, justement, en étant agressif au niveau des unités spéciales, si on l'avait été un peu moins, puis on se dit, OK, on va continuer de faire confiance à la défensive en se disant, tu sais, dans le fond, parce que cette agressivité-là a un impact sur d'autres aspects du jeu, tu sais. Puis c'est là que la question se pose. Est-ce que être agressif dans tous les aspects du jeu, c'est tu aides tout ton monde, justement en donnant des bonnes positions à Laval? Ta défensive peut bien travailler, mais elle n'a tellement pas de terrain pour le faire que ça peut coûter cher quand même. Puis au bout du compte, ça ne veut pas dire que tu as mal travaillé, c'est parce que tu étais pris dans une position. Mais tu sais, moi, je le vois comme c'est parfait d'être agressif, c'est correct, puis ça va coûter. T'sais. Moi, les longues passes qu'il a tenté Olivier Roy en fin de première demi, je vis bien avec dans le sens que, OK, tu veux tout de suite montrer que le momentum, on ne l'a pas perdu, puis si tu réussis à faire un gros jeu là-dessus, ben peut-être que tu replaces les choses, puis tu envoies Laval au vestiaire à demi, même s'il avait mené 14-7 après, elle avait peut-être à se poser plus de questions. Mais ils ont vraiment fini avec le momentum, mais ça faisait partie de. Tu parles de high risk, high reward, ben le high risk il est là aussi parce que le reward il est de l'autre bord parce que eux ont réussi les gros jeux puis eux ont réussi à se replacer dans le match.
Mais à la fin, ils ont perdu la deuxième demi 9-0. Il n'y a pas grand monde qui donne juste 9 points à Laval dans une demi. Là. C'est là aussi la game. Mais je trouvais ça quand même intéressant. Autant on a, et moi le premier, soulevé le fait que c'était difficile pour les autres programmes de faire des bonnes choses contre Laval et Montréal. Faut lever notre chapeau à Concordia qui est arrivé là avec l'idée de peu importe contre qui je joue, je me donne des chances puis je vais jouer le Stingers Way. Je ne m'en viens pas jouer sur les talons en disant je m'en viens voir ce que je suis capable de faire, pas trop manger une volée contre le Rouge et Or. Je suis venu essayer quelque chose. Fair enough, ça n'a pas marché. Puis comme tu l'as dit, Pat, un catch ici et là de plus, peut-être que tu aurais aidé Olivier. À la fin, ça n'aurait pas été. Au-delà des statistiques et des chiffres que ça donne, c'est des moments clés où est-ce que ça aurait peut-être marché, puis à la fin, tu aurais peut-être même pu la gagner, cette partie-là. Bon, c'est sûr que Concordia est à prendre très sérieusement là, avec ce qu'ils ont montré en fin de semaine. Ils clochent dans certaines situations. Ils peuvent arriver et causer une surprise. Puis ça reste. Vas-y. Mais je suis d'accord. Je pense que s'ils peuvent juste corriger les quelques erreurs de concentration avec leur receveur, puis être capable de chercher plus de jeux, avec le travail de leur défense, s'ils continuent de s'améliorer, honnêtement, ils pourraient vraiment faire quelque chose d'intéressant face à une de ces deux équipes-là. Parce que Montréal et Laval, que tu dis qu'on le voit, c'est deux équipes que si tu n'es pas à 100% tout le long du match, ils vont trouver le moyen de t'abattre. Même si eux ne sont pas à 100%, ils vont trouver le moyen de t'abattre. On dirait que toi, tu te dois d'éviter toutes les erreurs, mais surtout de très, très bien exécuter. Pas juste éviter les erreurs, mais exécuter à très haut niveau tout le temps pour te donner une chance. Fait qu'en tout cas, c'est à voir parce que ça reste, on le dit souvent, c'est un processus. La saison n'est pas encore finie. Les gros matchs restent à venir. Puis, mais je trouve ça intéressant de voir que Concordia était capable, à quelque part, de contenir Laval pendant des grands bouts du match, d'avoir l'impression que Concordia contrôlait sa destinée en partie, au lieu d'avoir juste l'impression de voir une équipe subir. Fait que c'était intéressant de ce côté-là. La semaine prochaine, on a Sherbrooke qui est en pause, qui s'en vient à Concordia. Là, j'ai déjà parlé de do or die avant pour Sherbrooke. Mais là, on commence à approcher de ces cas-là. Ça ne l'est jamais complètement parce que là, McGill a une seule victoire, mais ça reste majeur. Mais Sherbrooke a le numéro de Concordia, on dirait qu'il arrive tout le temps à leur donner des grosses oppositions, même quand on pense que Concordia est mieux placé que les deux autres. Sherbrooke, on trouve le moyen d'être fatigant contre Concordia. Ils font le travail. J'ai bien hâte de voir ce match-là. Non, moi aussi, je pense que les Stingers sont les favoris à domicile. Mais Sherbrooke, je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont appris des dernières défaites, comment ils vont continuer de progresser. Est-ce que au niveau de leur jeu aérien, est-ce qu'on va voir de nouvelles choses, des choses qui vont leur permettre d'aller chercher plus de gains dans les zones profondes? Je pense que ça va être intéressant de voir parce que je pense qu'au niveau défensif, Sherbrooke sont encore là. Je trouve qu'ils ont encore des bonnes choses défensivement. C'est vraiment au niveau de leur attaque, puis aussi les blessures qu'ils ont accumulées. Moi, j'ai hâte de voir comment, après un bye week, ils vont être capables de revenir, puis comment ils vont s'ajuster. Puis du côté des Stingers, ça va être de continuer, puis de jouer avec la même intensité, si c'est pas plus, face à Sherbrooke à domicile. Yes. Moi, je pense que c'est do or die pour Sherbrooke, ça passe, ça casse. Si génère rien en fin de semaine, on peut déjà penser à la prochaine saison pour aussi se poser des questions sur ce qui se passe au niveau des entraîneurs. Des entraîneurs que présentement ils ont peut-être la pire fiche de l'histoire en pourcentage de victoire de l'histoire de Sherbrooke. Donc, c'est l'année que tu fais un changement, si les choses ne changent pas. Au niveau de Concordia, je pense que Concordia, ils ont tellement bâti sur ce. Puis connaissant Brad, Polo, puis beaucoup de coachs dans ce coaching staff-là, ils savent qu'ils sont proches. Puis je pense que les gars, je pense c'est de la bullshit de dire que c'est une victoire morale, mais veux pas, ça. Je pense que pour une fois, c'est pas comme si tu arrives au PEP et tu te fais défoncer, tu te sens que tu as goûté un petit peu. Là. Fait que je pense que Concordia, je pense qu'ils peuvent pas être contents de ça. Puis je pense que vu qu'ils ont ils sortent de ce match-là avec
une insatisfaction, je pense que c'est le moment d'exploser et de montrer leur vraie couleur en fin de semaine. C'est intéressant de dire, comme tu dis, au lieu de le voir comme une victoire morale, tu arrives là avec la frustration de savoir que tu n'as pas tout fait. Puis que si tu avais tout fait, tu aurais vraiment eu des chances. Ça veut dire que tu es probablement en train de passer à l'autre étape. Ou est-ce que tu ne te satisfais pas de performance, tu dois te satisfaire de résultats. Puis là, c'est ça. Fait que là, très intéressant. Et évidemment, on a Laval-Montréal, prise 2. Cette fois à Montréal, avec Laval qui doit gagner par plus de 17 points s'ils veulent avoir l'avantage du terrain pour la Dunsmore. On en a parlé quand on a parlé avec Jordan et Arnaud à notre émission spéciale de mi-saison. Est-ce que Laval va arriver là avec l'idée de on prépare la Dunsmore ou ils vont arriver là avec l'idée de il faut gagner par 18 points puis il faut aller la chercher parce qu'il faut amener la Dunsmore à la maison? Comment tu vois ça, toi, Pat? Moi, je suis pas connaissant les coachs de Laval. Je pense pas que c'est des gars qui vont. Oui, ils vont se garder des outils. Ils vont peut-être se garder des trucs. Mais je pense que l'avantage terrain est tellement important pour ces deux équipes-là que ils vont tout faire pour combler le différentiel. Je pense que l'impact de jouer au PEPS au lieu de jouer au Sepsum en série, je pense que c'est pour Glenn et son équipe, je pense que c'est non négociable. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de tout faire pour l'avantage. Parce que en bout de ligne, les équipes se connaissent. Si ce coach ils jouent un contre l'autre 3 fois par année, ils vont trouver des trucs pour pouvoir rajouter dans les playoffs. Je ne suis pas inquiet pour autant d'un staff, c'est all-in. Bon, ouais, moi, je pense que clairement, le Rougeur vont arriver là avec une attitude de comme ils vont vouloir chercher ce différentiel-là, puis dominer, puis vraiment bien exécuter. Puis je pense aussi que du côté du Rougeur, je pense pas qu'ils sont satisfaits. Je pense pas qu'offensivement, même s'ils ont bien, au final, ils ont réussi à gagner le match contre les Stingers, je pense quand même qu'ils vont regarder le tape et se dire on peut pas avoir autant d'interceptions, on doit mieux exécuter que ça, puis ils vont essayer de chercher de jouer à leur plein potentiel. Puis la connexion Mittal-Desjardins, on l'a vu au dernier match, mais là, je pense qu'ils vont essayer de monter le niveau peut-être d'un cran encore plus. Puis du côté des Carabins, je pense qu'eux aussi ne sont pas satisfaits. Je pense que défensivement, ils vont vouloir s'imposer. Je pense qu'ils vont aussi vouloir, on l'a vu durant le match face aux Stingers, je pense que si tu peux aller mettre de la pression sur Desjardins, le rendre inconfortable, le forcer à prendre des décisions super rapidement, vraiment l'empêcher d'être confortable, je pense qu'il y a moyen pour cette défensive-là des Carabins d'aller chercher des turnovers, aller chercher des interceptions. Fait, pour moi, c'est clair que ces deux équipes-là, ces deux équipes qui ne sont pas satisfaites de où ils sont. Puis ce match-là, je pense que ça va les aider à, comme, du côté ou de l'autre, à vraiment, je pense, se renforcer, on va dire, ou comme vraiment s'affirmer pour savoir c'est qui la meilleure équipe en ce moment dans le RSEQ pour la suite des choses. Intéressant parce que je pense que vous amenez des points qui vont être bons à voir justement à quel point Laval, qu'est-ce qu'ils vont sortir de leur sac pour essayer justement d'aller chercher ça. Parce que tu le dis, Pat, avoir une Dunsmore au PEPS versus de l'avoir au Sepsum, ça change beaucoup. Ça change beaucoup de choses, je pense. Fait que ça va être un gros enjeu. Puis de l'autre côté, effectivement, tu as deux équipes qui ont des imperfections dans leur match, dans leur football globalement en ce moment. Fait que les deux savent qu'elles ont besoin de jouer justement le plus parfaitement possible pour gagner contre l'autre équipe. Donc, on va avoir beaucoup de travail à faire, puis ça va être intéressant de voir ça. Dites-vous que Laval n'est pas devenu Laval en voulant juste garder des choses pour les playoffs. Là, ça ne marche pas comme ça, là, Laval. Là, tu vas pour gagner. Chaque match est considéré comme la Coupe Vanier par ces coachs-là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là, fait que, ils vont être prêts, ils vont tout donner. Puis ça va être intéressant de voir comment on va s'y prendre pour travailler avec Sénécal. Est-ce qu'on va avoir un espion? Est-ce qu'on va s'arranger de le contenir le plus possible, le forcer à travailler à l'intérieur de ses bloqueurs? Regarde, j'ai très hâte de voir comment on va s'y prendre avec lui parce que ça reste une bébite, Jonathan Sénécal. Je pense à mon avis, ils vont essayer de le forcer à être dans la pocket. Puis
pas vraiment sortir à contre-courant, faire des passes, du play action. Quoi. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de le forcer à rester dans la pochette. Puis si tu nous bats avec ton bras puis en prenant des décisions, good. Mais on va pas te laisser courir puis aller chercher des verges comme ça. Je pense qu'ils l'ont appris du premier match. Puis encore une fois, ça va être de mettre le forcer à être dans la pochette, lui mettre de la pression, puis voir qu'est-ce que ça donne. Parce que je pense qu'au niveau de leur tertiaire, Laval, ils ont les joueurs pour être capables de matcher avec les receveurs des Carabins. Fait que s'ils peuvent forcer Sénécal à juste être dans la pochette, puis comme j'ai dit, s'il est capable de prendre les décisions nécessaires puis d'exécuter avec son bras, puis qu'il gagne le match, OK. Mais je pense que après le premier match, ça va être ça l'ajustement, le forcer à être dans la pochette. Là, c'est de trouver la façon de le faire puis de l'exécuter. Ouais. Parce que je pense pas qu'on invente quoi que ce soit puis qu'on apprend quoi que ce soit aux entraîneurs. Non, mais tu sais, quand on regarde. Non, mais c'est ça, en passant, on est tous de même, on joue au gérant d'estrade, c'est parfait. Là. Mais quand on regarde le dernier match, quand même, Laval avait quand même fait une bonne job, à part quelques fois en deuxième demi, à contenir Sénécal. Puis je pense qu'on peut peut-être mettre plus l'emphase de garder le gardant dedans, comme Jason dit. Mais je pense que le plan de match qu'il y avait la dernière fois était quand même très bien. Ils ont forcé Montréal. Ils ont joué beaucoup d'hommes à hommes contre Montréal. Ils n'ont pas respecté les ressorts de Montréal. Puis Montréal n'avait pas tant de solutions que ça sur les défensives hommes à hommes, autant couverture 1, couverture 0 ou couverture 2-man qui ont beaucoup joué en deuxième et long. Donc, ça va être intéressant de voir comment Marco et son staff vont s'adapter à ces stratégies-là. Parce que c'est sûr que Laval, ils ne réinventeront pas la roue, ce qui a marché, ils vont le refaire. Puis, ce qu'ils ont ajusté dans ce qui a marché, c'est de vraiment que leur allié défensif, il faut leur secondaire qui met de la pression, mettre l'emphase de garder Jonathan Sénécal en dedans. Puis c'est sûr que Jonathan Sénécal, c'est un magicien, il va faire rater quelqu'un, il peut faire rater quelqu'un à un moment donné, mais je pense qu'ils vont prendre la chance, qu'ils vont vraiment aller large, un petit peu plus large que d'habitude, puis le forcer que si tu veux venir nous battre avec tes jambes, tu vas passer par l'intérieur, tu passes par l'intérieur, tu t'exposes à plus de coups, je pense que ça vient plus rentable pour eux, sauf que si tu fais ça, ben, peut-être tu t'exposes à mettre un petit peu moins de pression, parce que peut-être tu as des gars qui jouent un petit peu plus, comme ils sont moins all-out dans leur pression, fait que ça fait en sorte que des fois, quand tu te concentres trop de faire quelque chose pour garder le gars dedans, mais tu n'utilises pas la même, la même vitesse, la même angle pour comme battre ton gars de vitesse, que le joueur de ligne défensive batte le joueur de ligne offensive. Là. Donc, c'est toujours le pour puis le contre. C'est ça qui va être intéressant de voir dans ce match-là. Non, mais c'est un bon point. Je pense que, comme tu l'as dit, ils ont fait une bonne job avec les couvertures homme à homme qu'ils ont faites. Puis je pense aussi que les Carabins, ce qui va être intéressant à voir, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'impliquer un peu plus leurs autres porteurs de ballon. Moi, c'est ça que je suis curieux parce que je pense qu'une des parties importantes de leur attaque, puis qu'est-ce qui les rendait vraiment dominants en début de saison, c'était justement le fait qu'avec leurs porteurs de ballon, ils arrivaient à chercher des verges, puis ça crée des opportunités pour Sénécal. Fait que moi, je suis vraiment curieux de voir est-ce qu'ils vont être capables de courir le ballon sans Sénécal. Ça fait du sens. Ben, ça va être intéressant parce que regarde Red Valqueta qu'on est en train de voir. Un autre Français, je sais pas c'est quoi le mindset dans le recrutement des porteurs de ballon avec les Carabins. Me semble-t-il qu'on a décidé que la filière française était une bonne place à aller fouiner, mais Red Valqueta, un ancien de Jonquière, regarde, un gars très solide, c'est à lui qu'on donne le ballon actuellement. Il est capable de faire des excellentes choses. Il est capable. Maintenant, c'est tout le temps une chose. Il faut s'installer et commencer à le faire. Red Valqueta n'a pas joué un mauvais match du tout contre McGill. Il est arrivé à faire des bonnes courses ici et là. Donc, ça va être de voir justement si on est capable d'amener ça. Puis, avec ce que vous me dites là, j'ai hâte de voir aussi si, à un moment donné, parce que tu le sais des fois, comment on pense que ça va aller dans un sens, à quel point, à un moment donné, on va dire à Sénécal, OK, ils sont bons l'autre bord, ils pensent tellement qu'ils sont bons, les gars de tertiaire. Moi, je n'ai pas peur de penser que Hassan Dosso, il peut battre son gars, par exemple. Puis dire, on va l'essayer plus. Puis on ne le sait pas si Hassan Dosso va en chercher une ou deux passes en début de match, on peut un petit peu débalancer les affaires. À un moment donné, il faut que tu ailles essayer de créer la brèche là où tu penses. Eux autres, ils pensent qu'ils sont assez forts pour être corrects. Ben peut-être que si toi, tu essaies de les attaquer dans leur force puis tu arrives à justement créer une brèche là, tu peux des fois créer des problèmes. Bref, ça va être vraiment intéressant de voir ce match d'échecs-là, comme on a à chaque fois entre les deux, puis de voir surtout comment ça va s'exécuter.
Les boys, un méga merci encore une fois. De l'excellent travail, des analyses de champions. Puis on peut juste se souhaiter de l'excellent football universitaire en fin de semaine prochaine. Je le répète, Montréal-Laval, Laval-Montréal, c'est à Montréal, numéro 2. Donc, la prise 2 de probablement 3 de la saison, ça va être absolument surveillé, mais je vous dis de ne pas rater Sherbrooke-Concordia aussi samedi. Malheureusement, ça se passe exactement en même temps, fait qu'on risque de ne pas voir grand-chose de ce côté-là, mais vous pouvez avoir l'ordinateur allumé à côté Concordia Web diffuse ces matchs. C'est ce que je fais. Good. Salut les gars. Merci encore. Bonne semaine. Salut. Merci à vous. Salut, merci à vous. Foot collégial, une édition spéciale avec, évidemment, toujours William Julien qui est là. Et on ramène Marc Gagnon qui était là avec nous autres l'année passée parce que là, c'est tellement important qu'il fallait ramener Marc. Fait que salut les gars. Salut. Salut Phil. Salut Marc. Salut. Édition spéciale ou partie spéciale parce qu'on était en pause en D1 puis en D3. On en a profité pour se dire hey, on va refaire un petit wrap-up ou en tout cas, regardez ce qui s'est passé de bien et qui a illuminé nos journées de football depuis le début de l'année. Donc, on va parler de ça tantôt. Mais avant, je vais prendre un petit 10 minutes qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les matchs en D2, parce qu'il y en a eu quand même. Il y a eu 5 matchs en D2 en fin de semaine et 4 de ces matchs-là ont été vraiment, vraiment serrés. Donc, on a un classement serré, on a une course folle. Ouais. Ça va être bon toute l'année. Et on a, comme je le dis, 4 matchs sur 5 qui étaient ultra serrés. Je vais commencer avec celui du vendredi soir. Une surprise quand même, on va le dire. Champion en titre, Sherbrooke, qui s'incline 34-33 contre Lionel Groulx. Et Lionel Groulx, il faut leur donner toute une remontée en deuxième demi. Will, dis-moi comment tu as vu ça vite. Oui, absolument. Écoute, toute une remontée en deuxième demi, ça a été, comme tu l'as bien mentionné, on a fait preuve de caractère du côté de Lionel Groulx parce que c'est pas toutes les équipes qui sont capables de remonter contre Sherbrooke. C'est souvent Sherbrooke qui va faire le contraire, qui va remonter. On en a vu la preuve d'ailleurs contre Valleyfield un peu plus tôt cette saison. Mais on a bien. Puis ce que j'ai aimé de Lionel Groulx, c'est qu'on a quand même continué à jouer notre identité. On a continué à courir le ballon quand même en deuxième demi. Puis c'est ça que ça a donné tout un match pour Tristan Thibault qui est allé chercher 130 verges au sol. Encore? Donc, encore, ouais. Donc, tu sais, mais on a continué sur notre identité, malgré de courir le ballon, même si on tirait de l'arrière. Ça a permis à ça, je trouve, en deuxième demi, à Marc-Antoine Charlebois de mieux passer le ballon dans des moments importants. Il a livré la marchandise. C'est exactement pour ça que Lionel Groulx se sauve avec cette victoire quand même surprise à Sherbrooke. On savait que Lionel Groulx avait du talent. On voulait les voir battre une grosse équipe et voilà que c'est fait en battant Sherbrooke. Yes. Marc, as-tu l'occasion de regarder un petit peu ce qui s'est passé de ce côté-là? Oui, je l'ai regardé en 2 temps parce qu'il nous a manqué quand même une bonne partie du match là, quand on l'écoutait live. Puis, le match semblait être en contrôle côté Sherbrooke. Ça revient en direct. Oups! Ça a complètement viré de bord. J'ai reculé pour être sûr. C'est quoi cette affaire-là? Le score avait flippé. Beau match. Encore là, dans la gestion de la dernière minute, là, il y a eu des trucs un peu sketch qui se sont passés. On va se le dire. La température aussi était évidemment, c'était le cas pour toute la fin de semaine, on s'entend. Ouais. Fait que la température non plus n'a pas aidé là, justement à tenir les ballons quand on vient pour botter, des choses comme ça. Fait que ça, c'est des choses qui se préparent. On a vu un beau match des deux côtés. C'est ça, Thibault était solide au sol. J'adore que Sherbrooke a décidé de mettre Dubois Farrar comme porteur de ballon. Ça amène à une autre dimension. Il peut exploser n'importe quand. Par contre, il va falloir peut-être faire attention à la surutilisation de Dubois Farrar. En fin de match, d'ailleurs, il y a eu c'est quand même c'est pas un bonhomme qui est super imposant non plus. Donc, au niveau de sa gestion, il va falloir être prudent de ce côté-là. Mais super match, là, excitant jusqu'à la fin. Là. Absolument, absolument. Tu l'as dit dans le fond, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était 27-11 à un moment donné pour Sherbrooke. Comme tu dis, il y avait l'air en contrôle. Puis quand on a retrouvé les images, c'était rendu 34-27 pour Lionel Groulx.
Marc-Antoine Charlebois, parce que j'avais des espions sur place qui m'ont bien raconté à quel point sa deuxième demi a été formidable. Puis je suis content pour lui parce que c'est un gars qui a besoin de trouver ses repères. C'est un gars extrêmement talentueux. C'est un baller quand il est capable d'être dans des bonnes conditions mentales. Ce gars-là est capable de lancer le ballon aussi loin que n'importe qui dans tout le football collégial. Il a tout un bras. C'est un bon joueur de football. Donc, qui arrive à amener son équipe. Oui, il a eu besoin de Tristan Thibault, je le comprends, mais arriver à amener son équipe comme ça, faire partie là, de la solution pour Lionel Groulx, gagner un gros match, je pense que c'était bien important. Puis bon, pour revenir à la toute fin, là, comme tu dis, glissage de ballon, permet de rater un botté. Après ça, une tentative de laisser un safety. Puis finalement, au lieu de laisser le safety, on échappe le ballon, recouvré par Sherbrooke. Sherbrooke, c'est comme ça qu'ils ont fait leur toucher, malheureusement, rate leur botté après. Bref, tout ça pour dire que folie furieuse pour terminer ce match-là. Mais bon, à la fin, c'est pas toujours comment, c'est combien. Puis Lionel Groulx est allé la chercher. Fait que bravo à eux. Ensuite, il y a une grosse performance de la tertiaire de Lionel Groulx dans ce match-là contre Sherbrooke. Good. Beauce-Appalaches qui s'incline 17 contre Édouard Montpetit. Et ça, on parle mais ça, c'était le retour des anciens, ou je ne me rappelle pas c'était quoi le terme. Oui, le match des anciens. Puis, écoute, Édouard Montpetit qui s'en sort, mais sous une pluie diluvienne. Regarde, ça n'a pas été compliqué. On s'est installé avec un tight end de chaque côté, puis il donne le ballon en arrière, puis on court. Puis, à la fin, ça a donné une victoire de 17 pour Édouard Montpetit. Donc, Beauce-Appalaches et Édouard Montpetit, qui sont deux équipes qui vont essayer de se battre pour une place en éliminatoire. Fait que ça donne l'avantage à Édouard dans ce cas-ci. Belle victoire pour eux, enfin. Deux porteurs de 100 verges pour Édouard Montpetit dans ce match-là, pas juste William Chamberlain. Le plus gros porteur, celui qui a le plus de verges, c'est Gaël Charbonneau, un de mes anciens avec les Titans Saint-Jean, d'ailleurs, qui a eu 159 verges au sol. Donc, ça, c'est une carte qui est intéressante. On a deux porteurs de ballon qui sont capables de produire pour Édouard Montpetit. Puis ça peut être bon pour la deuxième moitié de saison, justement. Oui, parce que Marc parlait de surutilisation là, de William Chamberlain, c'est clairement un gars qui était très utilisé depuis le début de la saison par coach de Francesco. Édouard Montpetit a bien géré ses joueurs dans ce match-là parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de jeux au sol. On a distribué le ballon, on a donné le ballon à 5 porteurs de ballon différents. Oui, il y en a qui ont rien qu'une course ou 3 courses, mais Chamberlain et Charbonneau ont chacun 19 courses. Donc ça, c'est intéressant la façon dont on a géré ce match-là. Pas de surutilisation dans un match où ça aurait pu le faire, justement à cause des conditions. Je pense que c'était peut-être pour cette raison-là qu'on a gagné le match côté des droits, parce qu'on a peut-être mieux géré nos effectifs que du côté des Condors. Possible. Deux porteurs presque à 20 portées chaque. Il n'y a pas de secret. Là, dans des températures comme ça, regarde, on contrôle la balle, on la donne, on y va à coup de 4 verges, là, 4 plus 4 plus 4, c'est un first down. Ah, Marc, tu connais le dicton 4 x 3 égale 12? Et voilà. C'est un dicton parce que ça fait depuis toujours que le monde dit ça. On se faisait coacher TQ il y a 30 ans et plus, puis on se faisait dire ça par nos coachs. Fait que, regarde, c'est pas. Ça marche encore. Des fois, on il faut réinventer les principes, hein, c'est pas. Ce qu'on voit par contre au niveau de Beauce-Appalaches, on a tenté 8 passes dans le match. Ouais. On est devenu un peu prévisible, là, même si on a d'excellents porteurs, on a une grosse ligne, mais quand on tombe unidimensionnel aussi, je pense qu'on a été assez. On a utilisé la balle, on a passé un peu plus du côté d'Edouard juste pour garder ça honnête un peu. Et Edouard a produit quand même pour 131 verges par la passe. Même s'ils ont tenté seulement 15 passes dans tout le match, mais de l'autre côté, c'est 16 verges. Donc, ça a vraiment été unidimensionnel, comme tu le mentionnes, du côté des Condors. On voulait vraiment juste courir le ballon. Je pense qu'on n'avait pas confiance en Jérémy Hayes dans les conditions qu'on avait samedi. Évidemment, partout au Québec, c'est pas très beau. Je sais pas si on peut. J'aurais été curieux de poser la question au coach parce que Jérémy Hayes, c'est un très, très bon corps arrière. Fait que pas confiance, c'est peut-être pas à lui, c'est peut-être plus pas confiance en un jeu aérien, peu importe ça aurait été qui, parce que dans les faits, Hayes et Drolet ensemble depuis le début de l'année, on peut pas dire que ça va mal. C'est des gars capables de faire des bonnes choses. Bon, regarde, je ne vais pas aller second-guesser coach Loranger. Là. Non. Don't ever. Coach, tu étais présent, toi, William. Je sais que c'est un terrain qui est assez venteux aussi quand même.
Oui, absolument. C'était-tu un facteur aussi? Non, clairement, c'est pas le terrain le plus facile à jouer. Ça n'aurait pas été plus facile de jouer en Beauce non plus. Ça aurait été encore plus tard, je pense. C'est clair. Le fameux match en Beauce dans la brume, là, je vais toujours m'en rappeler, il fallait que tu sortes du caucus pour aller voir le jeu ou presque. Là, c'est les fameux matchs, là, ça s'est arrivé plusieurs fois. Mais non, écoute, les conditions étaient pas là. Mais tu sais, quand je dis on n'a pas vraiment sans ace, oui, c'est plus le point de fil. Je pense que c'est plus la situation du jeu aérien tout court. Je pense que, tu sais, parce que là, on l'a utilisé beaucoup plus. Il y a 4 portées. Il y a plus couru avec la balle qu'il y a eu de réception. En même temps, surtout dans des conditions comme ça, tu ne veux pas donner unidimensionnelle en disant qu'un seul receveur non plus. Il faut que tu distribues le ballon. Donc, si on n'avait pas confiance que en tout le groupe de receveurs, mais c'était peut-être la chose à faire. Puis regarde, on a quand même tenu notre bout parce que défensivement, on a joué un bon match du côté de du moins contre le jeu aérien, là, parce qu'on a quand même donné beaucoup de verges au sol, mais ça s'est joué la majorité du match là. Mais on avait confiance quand même en nos moyens. On a perdu seulement le match par 3 points. Oui, puis c'était des conditions pour ça. Puis des conditions comme ça va toujours, comment je pourrais dire, rétrécir l'écart entre les équipes parce que veut pas, comme tu dis, ça devient unidimensionnel. Il y a un paquet d'éléments. T'enlèves beaucoup d'outils dans le coffre des coachs. Fait qu'à un moment donné, moins il y a d'outils, moins il y a d'écart entre les équipes, c'est sûr et certain. Bon, Saint-Hyacinthe, 35-7 contre Huntsic. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Puis John Abbott contre Lévis. Grosse victoire de John Abbott. Il venait de perdre 2 matchs de suite. Lévis arrivait là en forme. Donc, un beau statement là, par John Abbott. Je suis content pour eux autres qu'ils ne soient pas tombés justement. Là, une 3e défaite de suite. Ça devient dur moralement. C'est une bonne équipe. Ils ont réussi à tenir leur bout quand c'était le temps à la fin. Puis ils gardent une belle victoire pour les Highlanders. C'est un bon match pour Valentine, autant par la passe que avec ses jambes, surtout dans des conditions. C'est dit qu'il va donner une unidimensionnelle, mais il m'a prouvé des belles choses. Il était capable de bien lancer le ballon dans les conditions lorsqu'on avait besoin d'aller chercher des gros jeux. Alors ça, c'est intéressant pour John Abbott. On en parle, il y a beaucoup de monde qui pense que Valentine est unidimensionnel. Non. Puis là, on pensait que... Non, il y en a beaucoup quand même. Là, ça, c'est raison. On le mentionne. Puis là, dans des conditions qui étaient beaucoup plus difficiles, qui étaient propices à devenir unidimensionnel, il a été très bon, il a livré la marchandise. Alors ça, je voulais le souligner parce que c'est un élément qui est très intéressant pour la suite. Là. Puis Lévis les avait dans les cordes aussi à un moment donné. Ouais. Il avait quand même pris le contrôle du match. Bourgault, un porteur, le jeu au sol était là. Quel joueur, ce Bourgault? Ouais, absolument. Il est beau avoir allé. On va peut-être en reparler tantôt. Mais... Peut-être, ça pourrait arriver. Non, il est beau avoir allé, honnêtement, mais chapeau à Abbott. Ouais. Ils ont été clutch. Ils n'avaient pas le choix, de revenir en force. Ils ne pouvaient pas te permettre 3 défaites de suite. Pas le choix, mais il faut que tu le fasses. Dans le sens qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent que. Mais la réalité, c'est qu'au bout du compte, arriver à le faire contre Lévis, à ce moment-là, comme je dis, quand Lévis était en forme, moi, je trouve en tout cas c'est un beau statement parce que ça. Et j'irais jusqu'à dire que c'est une bonne chose qu'ils aillent affronter une bonne équipe qui gagne un match serré que d'affronter un adversaire un peu plus faible puis gagner par une grosse marge. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça ramène à l'autre, c'est que tu es allé chercher une belle victoire, donc qui est bien méritée. Excellent, puis c'est bon pour la confiance, exactement. Parlant de confiance, Montmorency qui gagne 15-10 contre Trois-Rivières. Le résultat total est surprenant parce qu'on se serait attendu à un plus grand écart. Je vais donner à Trois-Rivières ce qui leur revient. Ils ont joué un bon match défensif. Le plan de match était excellent. Mais, je suis très déçu de l'attaque de Montmorency. Écoute, il faut être capable de générer plus de choses que ça. C'était décevant. Oui, c'était le retour. C'était le retour écoute, pourquoi est-ce que je cherche son nom? Du carrière. Bedoya, Esteban Bedoya. Esteban Bedoya. Mes excuses à lui et à sa famille. C'était un peu blanc. Mais c'était le retour d'Esteban Bedoya. Puis, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas encore, parce qu'il était là les 2 premiers matchs de l'année, raté 2 matchs, là, il revenait. Est-ce que la cohésion avec ses receveurs ne s'est pas encore bâtie? Il faut comprendre que c'est un carrière qui arrivait d'un autre programme. Donc, pour lui, c'est comme s'il était recru finalement dans ce programme-là. Cette cohésion-là, on dirait qu'elle n'est pas encore arrivée avec ses receveurs. J'espère pour lui qu'il va la trouver parce que c'est une clé importante. Le jeu au sol de Montmorency est
correct. Ils ont des bons joueurs, mais c'est correct, sans plus. Et là, le jeu aérien a besoin de fonctionner. J'ai été déçu. Je le sais que les conditions... il y a un manque de constance dans les performances. Il y a des matchs où l'attaque aérienne, à un moment-ci, a l'air d'une attaque... une attaque du haut de classement de la D2, puis il y a des matchs où tu te dis, oh, ils ont de la misère à tenir leur bout. Donc, je pense que c'est beaucoup un manque de constance dans cette attaque-là. Il va falloir remédier à la situation rapidement, parce qu'en rentrant en série, si on n'est pas constant, mais même si c'est une bonne défensive, ça pourrait faire mal, surtout dans une D2 où il y a de la parité, on le voit en ce moment-là. Ouais, c'est ça. Puis, encore là, on parlait tantôt des conditions météo là, à Trois-Rivières un samedi soir. Là, le vent vient de très, très loin aussi. Fait que même quand il fait beau. Oui, même quand il fait beau. Fait un samedi soir d'automne. En fait, puis oui, il y avait une petite pluie qui faisait en sorte que les receveurs ne jouaient pas de gants. Il y a des choses, je comprends. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes la partie, à un moment donné, il y a des situations. Tu sais, moi, des ballons échappés parce que le ballon te glisse des mains, ça paraît, tu le vois que les conditions. Mais il y a des fois, tu sais, le jeu, il n'est pas là. C'est vraiment un manque d'exécution. C'était des mauvaises prises de décision. C'est pas exactement ça. C'est pas la météo qui fait ça. Là. C'est des mauvaises prises de décision. Il y a des fois qu'on aurait pu aller chercher le jeu simple. On a essayé un jeu. Alors, à un moment donné, on a lancé dans une double couverture alors qu'on aurait pu aller chercher le 4-5 verges dans le flanc. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est plus des erreurs d'exécution que des revirements causés par la météo là, qui a été dans ce match-là du côté de l'attaque de Montmorency. Alors, l'excuse facile, c'est la météo. Mais quand tu regardes le match, c'est pas ça du tout. Là. C'est mon. Yes! Ce que j'aimais beaucoup de Montmorency l'année passée au niveau de l'attaque, que je vois moins cette année, c'est les jeux courts dans le flanc, des petites passes rapides, des choses qu'on donnait la balle à Olivier Coul puis il faisait son travail. Je pense qu'ils ont des joueurs pour le faire aussi, mais il faut amener d'autres choses, il faut mixer un peu. Là. Ben, c'est ça. Puis, Charland et Cool ne sont plus là. C'est réglé. Là. Ils sont plus là. Correct. Tu ne retrouveras pas un duo comme ça demain matin. Ce n'est pas ça l'histoire. C'est vraiment juste que il y a quelque chose qui a besoin d'être qui a besoin de monter d'une coche ou deux si on veut se battre avec des armes égales avec les autres pour une chance de se rendre au bol d'or cette année de ce côté-là. Ouais, ils ont une défense extraordinaire. S'ils se rendent au bol d'or, au moins, ils vont avoir connu les conditions de jouer à Trois-Rivières. C'est clair. Surtout au mois de novembre. Vu comme ça. Hey, guys, je voulais faire ça vite. On a trouvé le temps, évidemment, de jaser plus que ce que je voulais, mais tu sais, c'est la vie. Il faut ce qu'il faut. On s'est fait quelque chose, un petit exercice, le fun. On a décidé par division, puis on va commencer avec la division 1, on va le faire avec la division 2 après. Des top 3 offensifs, top 3 défensifs. Coup de cœur depuis le début de l'année, peut-être une déception pour chacune des divisions. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec notre invité d'aujourd'hui. Ouais. Marc, division 1, ton top 3 offensif. Vas-y. Okay. Je les descends, les 3. Descends les 3, vas-y, puis évidemment, on va s'amuser à commenter ça après. Oui, sans ordre particulière. J'ai essayé de sortir un petit peu de ce qui était vraiment évident. Donc, j'ai Olivier Théroux, déjà à Saint-Jean. Ah, clairement. Pépé Gonzalez aussi. J'imagine, ça ne te dérange pas qu'on l'appelle Pépé, j'imagine? Non, je pense que pas mal tout le monde l'appelle Pépé. Oui, c'est ça. Je pense que c'est rendu connu. Agressé, oui. Et puis, j'ai mis Manny Thibert aussi, CNDF. OK, intéressant. Oui. Intéressant, c'est vraiment, vraiment très... j'aime bien. Vas-y donc, William, on va se les dire chacun, puis après ça, on pourra brasser des idées après. Ben là, je savais qu'il y a du monde qui prendrait Théroux. Tout bout, je suis allé un peu dans le même exercice. J'ai essayé d'y aller. Je n'ai pas pris 2 joueurs de la même équipe. Je me suis dit, il y a tellement de parité que je pense qu'on pouvait trouver quelque chose vers ça. Genre, l'attaque carnière, évidemment. Écoute, c'est le joueur de la Division 1 présentement. C'est la sensation. 39 catchs, 249 verges, juste touché. Je pense que tu ne peux pas passer à côté de ça. Je suis allé avec Joey Marcotte aussi, qui connaît une bonne saison, qui est le meilleur porteur de ballon clairement de la Division 1. Devant Jerry Momo, quand tu regardes, ils ont seulement 8 portées de différence, mais c'est quand même presque 160 verges quand même d'écart
que Marcotte a sur Momo. Une verge par course de moyenne là, pour exact, c'est 7,3 verges par course, c'est 4 touchés, 529 verges, 72 portées, donc je pense que je ne peux pas passer à côté. Et un que j'ai mis qui est un des bons receveurs dans la ligue, et je pense que c'est pas pour rien que Grasset est invaincu, c'est Gabriel Taché. Avec 6 touchés, 24 catches, 407 verges, c'est la troisième plus productif en D1 au niveau des verges, et deuxième à égalité avec Bile à Vanier pour les toucher. Donc, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, j'ai voulu y aller un peu avec des équipes différentes, puis je pense qu'on a un bon trio ici. Bon, évidemment, de mon côté, j'aurais pu nommer Théroux, puis j'ai nommé et je vais nommer Théroux Marcotte. OK? Pour moi, c'est ça. Par contre, tu as nommé un joueur que, quand on dit MVP, c'est Most Valuable Player, joueur le plus utile à son équipe. Et à cause de ça, tu veux que ce soit un joueur d'une équipe gagnante. Là. Le gars que je vais nommer, ce n'est pas son cas. Par contre, est-ce que c'est un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue cette année? C'est Jason Bile de Vanier. Ce gars-là est à peu près seul là, en termes d'armes productives. Là. Puis, évidemment, c'est parce que j'écarte le cas des joueurs de ligne là, dans ce cas-ci, mais qui peuvent amener des chiffres. Là. C'est à peu près le seul. Il y a Lucas Latendresse qui fait du bon travail avec Vanier, là, c'est correct, mais Jason Bile est vraiment, vraiment le joueur à trouver. Puis que c'est le joueur que les corps arrière à date de Vanier trouve pour essayer de générer le minimum qu'il arrive à générer. Mais je suis impressionné par ce qu'il fait parce que finalement, on pourrait s'installer 3, je pense, contre lui, les autres défensifs. Puis battez-nous avec le reste, puis ce serait un bon test. Mais Bile, jusqu'à maintenant, arrive à amasser des verges. Il est deuxième avec 464 verges. Tu l'as dit tantôt, il est deuxième avec 6 touchés. Fait qu'il arrive à se rendre jusqu'à dans la zone début aussi. Donc, Bile, pour moi, est là. Puis, je voulais ajouter à ce groupe-là, dans mes mentions spéciales, le duo de porteurs de ballon de Grasset. Je sais qu'on pourrait y aller avec un joueur, mais dans ce cas-ci, je ne voulais pas y aller avec juste un parce que le jeu au sol de Grasset est important. Oui, leur ligne offensive est vraiment spéciale, donc ça aide énormément. Mais Grégory Moulenda-Saint-Pierre et Kervin Spall, si on avait été l'année passée, ce n'est pas ces deux gars-là qui auraient joué. OK? Donc, Moulenda-Saint-Pierre, c'était un receveur l'année passée qui est redevenu porteur de ballon. Kervin Spall était là, mais puis j'enlève rien. Là, c'est un bon joueur, la question n'est pas là, mais il était troisième. Quand la saison a commencé l'année passée. Les gars sont encore blessés, ceux qui devaient être les porteurs. Et Kervin Spall et Moulenda Saint-Pierre ensemble, c'est 696 verges en 111 courses, 8 touchés. Il y a une moyenne de 6,3 verges par course ensemble à 2. Donc, franchement, moi, mention spéciale à eux au niveau des joueurs étoiles offensifs là, de la D1. Et si on veut rajouter une autre mention spéciale, ceux qui rouvrent le chemin. La ligne à l'attaque, Grasset, coach Delisle en particulier, c'est hallucinant de les voir travailler, c'est de toute beauté. J'ai eu la chance de le voir live contre Saint-Jean cette année, là, c'est de toute beauté, on ouvre des brèches. Oui, absolument. Moi, j'adore beaucoup Kervin Spall, il apporte quelque chose d'explosif et électrisant quand il a la balle dans les mains. Là, c'est exactement pour ça que j'aime le point de fil avec le fait c'est un duo, c'est deux porteurs de ballon différents. T'en as un qui est plus ton punching guy, puis l'autre, c'est ton joueur qui va contrôler un peu plus de temps. Donc, tu sais, comme tu dis, Kervin Spall peut t'amener le gros jeu, alors qu'on va passer peut-être un peu plus le terrain avec Moulenda Saint-Pierre. Moulenda Saint-Pierre, exact. Donc, tu sais, c'est ce qui est intéressant de ce duo-là. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi le succès du jeu au sol de Grasset présentement. Et le succès de Grasset en général, parce que franchement, rappelons-le, ils sont 5-0. Ils n'ont rien volé à personne, puis jusqu'à maintenant, ils ont une magnifique saison. Donc, fait que, la seule équipe qui est invaincue des 1 et des 2. Donc, oui, puis rappelons-nous, William, qu'en début de saison, on les a mis probablement 4e. S'ils restaient en santé, ils allaient pouvoir se battre pour être dans le top 3. En début de saison, ils montrent qu'ils sont en santé. Avec les joueurs qu'ils ont. Oui, ils ont eu, tu en parlais, Marc, là, la ligne offensive, ce qu'ils arrivent à faire, mais il y a eu des joueurs qui sont blessés ici et là. On a été obligé de changer des choses, puis on a continué de rouler à grosse planche de ce côté-là. Fait que chapeau à tout le groupe, au coach de Lille, évidemment, mais franchement, là, Grasset mérite amplement sa position au classement actuellement. Franchement, du gros football qui se joue là-bas jusqu'à maintenant. MVP défensif, les gars. Oui. L'autre côté du ballon. Là, je trouve qu'il y a un paquet de noms intéressants à sortir. William, je te laisse commencer sur celui-là.
Ben écoute, je pense qu'on peut pas. Il y a un excellent duo à Garneau. Je pense que ça, tu peux le mettre en duo aussi. Qui fait, mais pour moi, la MVP défensif, il est du côté du CNDF. C'est Steve Bolo, M. Broumois. Écoute, quelle saison il connaît? 7 sacs. C'est 7 sacs, 27 plaqués, 12 plaqués pour perdre. Ça me parle. Quand tu parles d'un joueur qui, à chaque fois qu'il va dans le champ arrière, provoque quelque chose, c'est spectaculaire. Donc, pour moi, je pense que c'est le joueur dynamique. C'est le cœur de cette défensive-là du côté du CNDF. C'en est un qui vient, qui pour moi, je pense, part en tête de liste. Benjamin Blaise, évidemment, je pense que le succès de Grasset, il n'est pas étranger à cette défensive. C'est le général, sans être un joueur spectaculaire. Il fait des bons jeux, il fait des gros jeux. C'est lui qui contrôle cette défensive-là. Et un que j'aime beaucoup, c'est Antoine Fournier à Lennox. Ouais. Qui a 28,5 plaqués, 4e dans la ligue, 2 interceptions, 1 plaqué pour perdre. Donc, tu sais, je pense que Lennox joue beaucoup mieux depuis un lent début de saison, mais joue beaucoup mieux. Je pense que c'est pas étranger. Je pense qu'Antoine Fournier est une des bonnes causes défensivement pour ça. Mais il y a beaucoup de bons joueurs, comme je parlais, Sean Sonnet, Loïc Rancourt, le duo de Garneau, qui ramasse beaucoup de plaqués aussi, qui font du bon travail. Donc, il y a quand même encore beaucoup de choix à des autres défensivement. Exact. Marc? Oui. Ben, en fait, je ne serais pas très original. Benjamin Blaise, je l'avais sur ma liste aussi. Steve Bolo aussi. J'ai eu la chance de le voir live. Saint-Jean, ouais. À CNDF, on est vraiment sideline. Il est impressionnant. Vraiment. Et dans ce match-là, si lui, il n'est pas là, le Saint-Jean gagne peut-être le match par plus que qu'est-ce qu'on a eu. Définitivement. Quand on a été arrêté à la ligne de 1, là, ouais. Je pense qu'il a dû faire 4 plaqués là-dessus. Là. Je pense que c'est lui qui est 4 toujours du bon côté court, côté large. Il est en 2 points d'appui, en 3 points d'appui. Il couvre sideline. Il a le gabarit d'un gars de. Il a le gabarit d'un pro. Là. C'est un athlète exceptionnel en plus. D'ailleurs, je salue les gens aussi de Lac-Mégantic qui étaient venus au match. Les jeunes joueurs de Lac-Mégantic. D'ailleurs, Steve Bolo vient de là. Fait que, ouais, ils ont eu un beau show là, lors de ce match-là. Malheureusement, on lui a brisé le cœur, mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Puis, ce que j'avais aussi, j'avais Loïc Rancourt aussi, là, je l'ai mis. Ce qui m'impressionne beaucoup, oui, c'est un linebacker, mais il va être souvent sorti à l'extérieur de la boîte. Il va aller couvrir en couverture aussi. Il est allé faire une interception d'ailleurs contre Grasset de toute beauté. Oh, oui. Donc, il est capable de liner up contre un slot receiver ou bien d'aller. Il y a un flair défensif incroyable pour aller chercher soit le ballon ou même le joueur. Tu sais, Marc, tu coaches toi aussi, là, quelque chose qu'il a d'intéressant, c'est ses angles de poursuite. Ouais. Il est excellent pour plaquer, donc, puis plaquer dans des cours, dans l'espace court aussi, il est très bon. Donc, c'est tout un joueur de football, Loïc Rancourt. Vraiment, puis son chum Sonnet à côté aussi, là, c'est une machine à plaquer. Fait que non, j'avais exactement les mêmes que toi. Là. Ben, moi, je vais me permettre. C'est pour ça que j'ai mis Antoine Fournier, je me suis dit un peu plus une carte cachée, puis je savais que ça pouvait, mais je pense que les succès de Lennox récemment ne sont pas étrangers aux performances d'Antoine Fournier présentement. Ah, absolument. Puis, tu sais, ouais, effectivement, regarde, si tu regardes les matchs de Lennox, surtout on a vu dans les derniers matchs à quel point ils ont monté d'une coche. Là. Ouais. On dirait qu'ils ont resserré un paquet de choses. Antoine Fournier ferait vraiment partie de la solution là-bas, franchement. Moi, de mon côté, il y a 2 gars que vous n'avez pas nommés et qu'ils m'ont allumé beaucoup en première moitié de saison. Je vais du côté de CNDF. Oui, Bolo, OK, on va régler quelque chose. Là. Bolo, c'est le meilleur joueur défensif jusqu'à maintenant. Là, oui. Son chum Gosselin à côté n'est pas méchant non plus. Ben, c'est exactement là que je m'en allais. Moi, Thomas Gosselin comme plaqueur défensif au milieu de la ligne défensive, là, le 95, wow! OK? Puis je vais le redire, wow! Lui, il est dans le champ arrière très souvent. Lui, il est dangereux. Steve Bolo Mboumois, là, je le donne, là, OK, c'est un autre niveau, là, mais
le meilleur joueur de ligne défensive, si on écarte Bolo, puis Bolo, de toute façon, il est joueur de ligne défensive ou il est linebacker, regarde, il se promène partout. C'est un joueur, je dirais que c'est un joueur défensif, parce qu'il est partout sur le terrain. Oui, c'est ça. Mais Thomas Gosselin, je le place en haut de la liste, lui aussi, là, 6 plaqués pour perte, dont 3 sacs, 18 plaqués, à partir de son poste de plaqueur, là, il n'est pas ailier défensif. Donc, franchement, il fait un énorme boulot, ce gars-là, depuis le début de l'année. Ça mérite d'être mentionné. Bon, j'avais chansonné, évidemment, mais je voulais aussi parler de Pharrell Niago, un gars qui a une shape qui ressemble un peu à celle de Bolo Mboumoua, un autre gros gars costaud. Il est ailier défensif avec Grasset. Il est franchement dominant et dans des moments clés. Oui, on parle de Benjamin Blaise. Benjamin Blaise est le gars au milieu qui est un peu le capitaine de tout ça. Mais Pharrell Niago, pour mettre de la pression, pour aller chercher des joueurs en arrière de la ligne de l'autre côté, il fait partie de la haute élite du collégial Division 1. Franchement, une belle saison jusqu'à maintenant de son côté. Et il y a Xavier Dagenet à Limoilou. Je trouve que Limoilou, ils ont perdu le match contre Saint-Jean, là, mais ça reste une équipe qui était fortement très, très, très solide. Leur défensive demeure une référence. Puis Xavier Dagenet, 3 interceptions, 2 passes rabattues depuis le début de l'année. Donc, fait du bon travail de ce côté-là. Excellent. Non, effectivement. Effectivement, tu sais, ce côté de Limoilou, c'était juste une mauvaise défensivement dans le système, là. Puis les Géants, on en a parlé, Phil, la semaine passée, les Géants ont juste exploité un filon qu'ils ont bien exécuté. C'est bien beau exploiter un filon, puis Marc va être d'accord avec moi là, en tant que coach. Tu peux voir du vidéo, tu peux exploiter quelque chose, mais si tu ne l'exécutes pas, ben, tu n'es pas plus avancé. Les Géants l'ont juste exécuté, puis ça a juste exposé un peu plus la tertiaire de Limoilou dans ce match-là. Mais ça ne veut pas dire parce qu'ils ont donné 41 points dans ce match-là que c'est une mauvaise défensive. C'est pour mettre ça les choses en perspective. Non, absolument. Je pense pas qu'il y a grand monde dans la ligue qui pense que c'est une mauvaise défensive. Non. En tout cas, si tu fais cette gaffe-là, tu vas te le faire mettre dans la face assez vite, je pense. Exactement. Si on regarde les coups de cœur, quelque chose qui nous a, qui est peut-être, quelque chose qu'on a le goût de faire ressortir de ce qu'on a vu depuis le début de l'année, on peut aller dans tous les sens. Ça peut être un joueur, un jeu, un coach. Allez-y, dites-moi ce qui vous a allumé là, depuis le début. Marc? Oui. J'ai la chance de suivre quand même les Géants de Saint-Jean de façon très assidue, on va dire ça comme ça. Oui, parce qu'il y a un gars dont le prénom est Félix, qui a un nom de famille qui ressemble au tien, qui joue pour Saint-Jean. Oui, effectivement, il se débrouille quand même comme ça repasse. Mais j'ai aussi, moi j'ai un joueur qu'on voit puis qu'on va parler de plus en plus avec la deuxième moitié de saison. C'est le porteur de ballon, Jonah Lacasse. C'est un jeune homme qui arrive c'est sa première année, jouant à Montérégie dans un petit programme à Marieville. Moi aussi, tu as coaché contre lui, hein? C'était déjà, on le voyait déjà qu'il était dans une classe à part. Présentement, il est en train d'établir les bases, mais ça va être tout qu'un porteur de ballon pour les prochaines années là, pour les Géants. Puis avec la température qui est en train de changer, on va avoir besoin de Jonah aussi. Encore là, je parle de Jonah, mais Hugo aussi qui est dans le backfield. Oui, Hugo, PML. Qui fait de l'excellent travail aussi. Mais c'est quelqu'un qu'on risque de voir pas mal plus en deuxième moitié de saison. Fait que beau petit coup de cœur de ce côté-là. Good. William? Écoute, coup de cœur, on pourrait parler de l'attaque au complet des Géants. Il n'y a personne on savait qu'ils avaient des éléments, mais on ne savait pas que ça allait exécuter. Non. À un rythme d'enfer comme ils le font présentement. Ça pourrait être. Écoute, c'est clairement. Ça peut être un coup de cœur. J'ai un coup de cœur également pour ce que Grasset fait en général. Je pense que, comme je le disais, c'est pas étranger. Puis, il y a une facette qu'on parle pas beaucoup. Qui est très important de pouvoir, c'est les unités spéciales. Grasset sur les unités spéciales, ils sont exceptionnels depuis le début de la saison. On donne pas grand-chose. On gagne beaucoup de positionnement sur le terrain avec ça, ce qui aide justement notre jeu au sol, qui aide notre jeu aérien. Donc, on est déjà dans des situations plus favorables. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner parce que Grasset, c'est pas juste l'offensive, la défensive, les unités spéciales produisent, c'est pas étranger à leur fiche invaincue présentement. J'en avais 2, puis il y en a un dont on a parlé, puis tu le mentionnes un peu en parlant de Grasset, la ligne offensive de Grasset. Pour moi, ça a été
on le sait qu'ils sont bons. Ils sont très, 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 très bien coachés. Puis je ne reviendrai pas. Coach de Lille va pouvoir se promener en se... en se frottant les mains. Je pense qu'il sait ce qu'il a à faire. Puis il n'y a pas besoin de nous autres pour faire bien son travail. Là, puis c'est ça. Mais je pense que des coachs de ligne offensive, probablement qu'on ne les salue pas assez souvent. Lui, c'est bien mérité parce que franchement, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais en plus, je voulais mentionner, puis c'est drôle que tu parles d'une idée spéciale. Moi, je m'en allais là. C'est un joueur dont on ne parle pas parce que dans les faits, c'est rare qu'on s'attarde aux botteurs. Là. Jaden Rice avec les. Je l'avais aussi je l'avais noté aussi parce qu'il est autant excellent sur les bottées de précision que sur les bottées d'envol puis de bottées. Exact. Puis tu sais, l'année passée, on avait un Felipe Forteza à Limoilou qui était très dominant au niveau des bottées. Probablement que Forteza, en plus, Forteza est extrêmement puissant. Là. Au dégagement, il est peut-être encore meilleur, mais quand même, Jaden Rice, cette année, est une machine. Il est extrêmement solide et il est une des raisons qui fait que cette équipe-là, en fait, ça devient un outil très important parce qu'on le sait que si on a un long placement à réussir, il est là. Il peut nous positionner sur le terrain. Donc, franchement, je voulais quand même lever mon chapeau à Rice qui est peut-être quelqu'un, justement, dont on ne parle pas assez à cause qu'il n'est pas porteur de ballon ou receveur de passe, mais très important. Et pour faire du poids, justement, c'est un argument. Je regardais les statistiques cet après-midi en préparant ça. Il a raté 3 bottées cette année, il est 9-12, mais là-dessus, il a généré des points sur 11 bottées parce qu'il a 2 simples. Donc, ça veut dire qu'il y a un seul botté où il n'a pas généré des points. Non, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Tu te dis, à chaque fois qu'il va botter, il va te donner une opportunité d'aller chercher au moins un point. Puis, dans D1, des fois, ça peut faire la différence de gagner par un point. Et dans des 2 aussi, on l'a vu. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des déceptions? Bon, je sais que ça a l'air de finir négativement, mais quand même, y a-t-il des affaires que vous aimeriez voir s'améliorer ou des choses que vous ne vous attendiez pas à ce que ça se passe de cette façon-là? William, je te laisse commencer. Ouais, écoute, moi, c'est le Vieux-Montréal. Je peux pas croire que cette équipe-là est trop bonne. Je pense, en fait, trop bonne. Elle est meilleure que qu'est-ce que la fiche prouve. Puis je pense que je veux voir une progression de cette équipe-là parce que je pense juste que c'est des erreurs de coaching, des erreurs d'exécution qu'on a fait. Je pense que cette équipe-là, à tous les niveaux, au niveau du coaching staff, au niveau des athlètes, elle est meilleure. C'est une déception parce que moi, je les voyais vraiment se batailler pour la 5e place, honnêtement. Je pensais que c'est une équipe qui était incapable d'aller s'installer là. Finalement, ça va être très dur, finalement, à faire peut-être les séries éliminatoires. Alors, c'est un peu une déception parce que je pensais que c'était une équipe qui était meilleure. Mais je pense ce que je veux voir du Vieux-Montréal, meilleure progression en 2e moitié de saison pour au moins terminer parce que je pense qu'elle est vraiment plus talentueuse que ce qu'on le pense. Marc? Déception, pas nécessairement, mais une surprise, en fait, de voir, c'est ça, Vanier, Vieux-Montréal, dans le bas du classement, c'est quand même... C'est pas Vanier, Vieux-Montréal n'a aucune victoire. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, Phil, là, mais s'il y a quelqu'un qui le sait. Je refuse de faire cette recherche. Ouais. Non, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Mais on voit quand même dans le dernier match, Vieux-Montréal contre Lennox, on voit qu'il commence à avoir de quoi. Là. Ça se bâtit tranquillement. Notre-Dame aussi, j'ai une petite déception de ce côté-là au niveau de la... Une équipe qui manque de constance pour moi, Marc. C'est une équipe qui a soit des bons débuts de match, mais des moins bonnes, des fins de match. Il n'y a pas un match, honnêtement, que j'ai vu du CNDS cette année que tu peux me dire que pendant du premier quart jusqu'à la fin du 4e quart, ils ont été constants. Moi, j'ai vu des inconstances de cette équipe-là dans chaque match. C'est pour ça que leur fiche... puis elle est pas, ils sont pas premiers ou 2e ou ben là, on les voyait, beaucoup de monde les voyait top 3. Je pense que c'est l'inconstance qui joue contre eux. Donc ça, je pense que c'est un point qu'il va falloir améliorer du côté de CNDF. C'est soit des bons, comme je dis, des bons débuts de match ou des bonnes fins de match, mais il n'y a jamais un entre-deux ou un match complet qu'on est capable de faire. Donc également, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, c'est une déception. Écoutez, je m'en vais tellement à la même place que vous autres pour ça. Tant mieux, ça veut dire qu'il n'y en a pas trop de sortes de déceptions un peu partout. Vanier, je ne suis pas déçu parce que je m'attendais à ça. Ouais. Puis sincèrement, au-delà des chiffres, là, des 0,5, j'aime ce qu'ils font depuis 2 matchs. Je trouve que c'est une défensive qui
qui se solidifie de match en match. La dernière game, il aurait dû la gagner. À mon avis, là, le 17-14 contre CNDF, il aurait dû gagner ce match-là. C'est des niaiseries qui ont fait la différence. À l'avantage de CNDF, puis bon, tant mieux, les bonnes équipes trouvent des moyens de gagner, là, mais il y a une réalité là. Je pense que Vanier est sur une pente ascendante dans sa progression. Est-ce que ça va se transformer en victoire? J'en ai aucune idée. Mais j'aime mieux voir ça puis avoir l'impression, puis si j'étais leur coach, voir que mon équipe est compétitive maintenant, ce qui ne semblait pas être du tout en début de saison, mais là, j'ai l'impression de l'avoir compétitionné puis être capable de prendre ses qualités athlétiques et faire quelque chose de mieux. Vanier, à cause de ça, pour moi, je n'ai même pas dans la déception. Par contre, Vieux-Montréal, à ce point-là, je ne m'attendais pas. À ce point-là, je ne m'attendais pas. Il y a une désorganisation complète, on dirait, en début de saison. On aurait dit que cette équipe-là avait perdu son âme à quelque part. Là, je ne sais pas. On avait son identité claire. Personne ne savait c'était quoi l'identité de cette équipe-là. Personne ne savait qu'est-ce qu'il en était. Bon, un meilleur match contre Lennoxville, on va leur donner. C'était plus solide, mais ils venaient de perdre 39-0 contre Grasset quand même. Mais ça reste que j'espère que le match qu'ils viennent de jouer contre Lennox est signe de bonnes choses à venir. On a vu une équipe mieux exécutée défensivement. Je suis content de voir Zachary Lévesque avoir joué son meilleur match de l'année. Ce gars-là est essentiel au succès défensif de cette équipe-là. Pas juste parce qu'il faut qu'il fasse un nombre de plaqués X, mais parce que si ce gars-là n'a pas la tête à la bonne place, puis si ce gars-là ne joue pas du football stable et solide, je pense que il est pivot là-dedans, donc c'est un joueur clé. Puis l'attaque de Vieux-Montréal, à un moment donné, j'ai hâte de voir. Écoute, il y a des joueurs de ligne offensive là-dessus, dans cette équipe-là. Ryan Fadlala, qui était centre l'année passée, qui est maintenant rendu le bloqueur à gauche. À côté de lui, tu as Nathaniel Blanc, un gars qui est allé jouer aux États-Unis, qui est revenu, qui est talentueux, vraiment de haut niveau. Ces deux gars-là qui sont garde et tackle à gauche, franchement, soit on court en arrière d'eux, soit on trouve une solution. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Puis, tu sais, je suis zéro encore un expert de X et de O. Il y a des gens meilleurs que moi pour le voir. Vous êtes meilleurs que moi pour le voir. Mais il y a une utilisation. Je ne sais pas si c'est de ramener Fadlala comme au centre ou quoi que ce soit qui va aider les choses. Parce que cette équipe-là, on le sait que c'est une équipe capable de courir. C'est une équipe qui, malheureusement, jusqu'à un certain point, doit courir. Les carrières n'arrivent pas à connecter plus souvent. C'est malheureux parce qu'ils ont des bons receveurs de passe. Gaspard Cernacek, Élie Rivet, c'est des bons receveurs de passe. Donc, tu sais, j'aimerais ça voir cette attaque à un moment donné rouler. Là. Et c'est une grosse déception d'avoir jamais vu cette attaque-là rouler. Puis comme je dis, la défense a été un peu tout croche en espérant qu'elle se replace. Mais Vieux-Montréal, je suis déçu parce que je ne m'attendais pas à ce point-là. Oui, tout à fait. Ah, exact, je le mentionnais juste avant toi. Avec non, on est à la même place là-dessus. Et comme je l'ai dit, ce qu'on veut voir, c'est une progression d'ici la fin de la saison. Yes! J'imagine que les coachs aussi. Oui, surtout, encore plus que nous, je pense. Division 2. Écoute, le même exercice, on s'en va dans le même ordre. Donc, MVP offensif, top 3, Marc Gagnon, vas-y donc. Oui. On va commencer à Sherbrooke, le numéro 4, Carl-Émile Dubois-Farrar. Encore là, j'en ai parlé tantôt, je le redis encore. On vient d'amener Dubois-Farrar dans le champ arrière. Ça nous amène un McCaffrey. On est capable d'y lancer le ballon. Il est capable de porter la balle à l'intérieur. Il peut tout faire de toute façon. Non, il est super beau à voir aller. Par contre, c'est ça. Je parlais tantôt de son utilisation. Je pense que de 15 à 20 fois qu'on touche la balle, d'après moi, on vient de maximiser le potentiel qu'il peut amener. Encore là, je suis juste spectateur, moi, là, dans mon salon. Là. Mais je pense que l'utilisation de ça, je pense que ça va être la clé. Il y a tellement d'éléments autour de lui qui peuvent aussi contribuer que ça n'a pas besoin que de reposer sur ses épaules. Ensuite de ça, Nelson Volel, receveur Saint-Hyacinthe. Si on a Nathan Carignan en Division 1, oui. On a quelque chose de similaire en Division 2 avec Nelson. Belle cible, souvent isolée, côté large. Super dur à couvrir 1 contre 1. Son corps arrière aussi, Antoine Ouimet, là, qui fait vraiment un beau boulot. Je l'avais mis d'ailleurs aussi dans mes MVP. Il a signé pour le Rouge et Or.
il a un peu le même tempérament qu'Arnaud Desjardins, je trouve, dans sa pochette. Fait que les deux ensemble, un duo d'enfer. Antoine Ouimet, c'est le prototype du carrière qu'aiment utiliser les coachs à Laval. Fait que ça va être intéressant. C'est dans le typique de l'attaque de Justin Thier. Absolument. Juste dans sa façon, dans sa prise de décision, Pépé Gonzalez en Division 2 va avoir un peu ce même le genre de cool qu'on peut avoir comme un corps arrière patient. Il va prendre ce qu'on lui donne. Puis quand tu as un bel outil, tu as un beau joueur comme Nelson Volel comme receveur, c'est merveilleux. Puis j'ai mis Tristan Thibault aussi. C'est de Lionel Groux, porteur de ballon. Ils ont du succès depuis le début de la saison, puis c'est grandement grâce à lui. Beau petit porteur électrisant aussi. Tu ne sais jamais ce qui va se passer quand il a la balle dans les mains. Fait que 7 verges par portée à date et plus du début de la saison. Fait que, ouais, c'est pas mal mes 3 joueurs. Excellent choix. Monsieur Julien. Écoute, j'ai mis Antoine Ouimet. Marc en a parlé brièvement. Je pense que je peux en parler plus. Pour moi, c'est le meilleur carrière de la D2 sans aucun doute. Sans dire qu'il n'y a même pas quelqu'un de proche, c'est celui qui est le plus dominant. Il complète des jeux. Il fait rarement des erreurs. Donc, pour moi, c'est un carrière qui est très intelligent. Qui lance pour beaucoup de verges. Si tu es Nelson Volel, oui, tu es une excellente cible, mais je pense que d'avoir un carrière comme Ouimet l'aide beaucoup aussi. C'est un duo qui est très dynamique, c'est ce qu'on voulait voir. J'aime beaucoup Charles Bourgault qu'on a parlé un peu tantôt. C'est un joueur dynamique, c'est le meilleur joueur pour moi offensivement du côté de Lévis. Oui, une grosse ligne à la tête du côté de Lévis, mais ça, c'est culture depuis des années. Mais Bourgault produit un rythme d'enfer. On a beaucoup de bons porteurs de ballon en D2 quand même. Que, je pourrais parler de William Chamberlain, mais là, tout le monde va m'accuser d'être un homer. Fait que je le ferai pas. Non, c'est ça. Je ne vais pas te le laisser, ça va paraître moins. Mais non, la blague à part, on a beaucoup de bons. Donc, Charles Bourgault, je l'ai mis, c'est parce que c'est un joueur qui est très intéressant. Puis, pour faire différent, j'ai essayé de faire le même exercice aussi en D2, de prendre des joueurs d'équipes différentes. Moi, je mettrais, on a parlé de Farrell, mais je pense que Louis Drolet est à Beauce-Appalaches, c'en est un qu'on surutilise aussi beaucoup, mais qui fait le travail. Puis, oui, Beauce-Appalaches n'a pas une grosse fiche, mais ils ont un joueur exceptionnel comme Louis Drolet qui est capable de produire match après match malgré tout. Donc, moi, j'aurais tendance à le mettre là-dedans. Bon choix, bon choix. Bon, moi, Tristan Thibault, pour moi, c'est comme le gars, il a tellement de jeux explosifs depuis le début de l'année. Il y a des matchs où il a fait en sorte que Lionel... Moi, je pense juste au match contre Saint-Hyacinthe, justement. Saint-Hyacinthe, oui, a gagné le match, mais si ça n'a pas fini par un score de fou, une différence de fou, c'est parce que Tristan Thibault a fait 2 énormes jeux dans ce match-là. Donc, pour moi, Tristan Thibault est vraiment le porteur. J'adore Charles Bourgault, mais Tristan Thibault, cette année, jusqu'à maintenant, est une coche en avant. Puis Antoine Ouimet. C'est juste parce que je ne voulais pas nommer le même. Thibault, je l'avais. Non, mais c'est parfait. Rendu là, regarde, hey, on y va, puis le monde chez eux qui vont nous écouter, ils vont dire t'as oublié un tel, puis c'est bien parfait. Mais pour moi, Thibault ressort du lot. Antoine Ouimet, je pense que vous l'avez dit, fait que je ne veux pas répéter, mais Ouimet, extrêmement solide. Je me suis permis d'aller chercher Glenn Valentine, moi, dans mon top 3. Puis je dis ça parce que Valentine a une façon bien à lui de jouer la game de foot au poste de corps arrière. Est-ce qu'il est stable comme Ouimet ou comme un Goulet-Ménard? Est-ce que c'est ce genre-là? Non, pas du tout. Mais il fait en sorte que l'attaque de John Abbott est dangereuse tout le temps. Puis je sais qu'ils ont d'autres porteurs de ballon. J'adore Reed Walker, notamment, qui lui fait des passes constamment. Avec Alexandre Marchand, c'est un duo vraiment top-notch. Puis, on a Noah Smallwood, qui est un receveur de passe tellement fiable. On a du bon jeu là-bas, mais je trouve que Glenn Valentine, je le regarde, là, tu dis, OK, c'est lui le capitaine de cette attaque-là. Oui, par sa position, mais
il trouve des jeux quand il y a besoin. Oui, il y a peut-être un manque de maturité encore dans son jeu comme corps arrière par ses prises de décision, mais il y a une force athlétique qui permet de créer d'autres choses, de se sauver, d'aller essayer des passes, de se sauver pour courir point. Rappelons-nous, le dernier touché en fin de match, du premier match de la saison, c'est lui qui est allé le chercher. Donc, Glenn Valentine, je le mets là-dedans parce que c'est une bonne équipe offensive, John Abbott. Puis, je pense qu'il fallait mettre quelqu'un de ce groupe-là dans les tops au niveau offensif cette année. Puis, j'en ai glissé un mot il y a 2 secondes ou 2 minutes. William Chamberlain, oui, c'est difficile à Édouard Montpetit. Non, on ne gagne pas autant de matchs qu'on aimerait en gagner. Mais William Chamberlain est de tous les combats en attaque. Il a le ballon constamment. Il faut souligner le travail qu'il fait parce que, les victoires ne viennent pas avec Édouard, je comprends. Mais franchement, William Chamberlain fait un travail formidable. Il est clairement le joueur que les défensives adverses ciblent et malgré tout, il ramasse des verges. Donc, je place William Chamberlain dans mes mentions très spéciales. Ouais, écoute, il y avait en des deux beaucoup de, surtout dans des porteurs de ballon, là, on aurait pu faire un top 3 juste de porteurs de ballon avec Thibault, avec Chamberlain, avec Bourgault, avec Zachary Roy à la limite. Là, oui. Donc, Zachary Roy, mais il y a Xavier Roy à Saint-Hyacinthe aussi qui porte le ballon. Mais Xavier Roy, là, c'est 9,5 verges par course. Puis l'année passée, là, c'était un champion là, avec Saint-Hyacinthe qui est encore excellent. Il est revenu pour une 4e année. Lui, franchement, en santé, là, plus la saison va avancer, ça risque. Avec les mauvaises conditions, là, c'est son nom qu'on va voir très souvent arriver, probablement plus que Volel à cause qu'il ne fera pas beau. C'est pas parce que Volel va se mettre à moins bien jouer. Là. Non, puis on utilise vraiment, on tourne vraiment les porteurs de ballon à Saint-Hyacinthe là, systématiquement. Puis je reviens juste pour Valentine, juste pour compléter. On arrive dans le temps de l'année où ça va être intéressant d'avoir ses qualités athlétiques. Là. Il va aller chercher là, ce qui va manquer là, au sol, il va être capable d'aller le chercher à travers là-dessus. Fait que non, excellent choix. Good. Défensive. William, commence donc ça avec tes tops en défense. Écoute, beaucoup de bons choix, honnêtement, en D2. Moi, un sur qui je me suis arrêté, on parle beaucoup à Lionel Groulx, qui sont 4-1, qui ont une excellente défensive depuis des années, puis je les ai suivis en D1 à cause des matchs avec Saint-Jean et tout. On parle de Loïc Brodeur, mais un qui a toute une saison pour moi, c'est Raphaël Aubé. Vraiment. Raphaël Aubé, écoute, c'est 37,5 plaqués, c'est un sac du corps, une interception, un plaqué pour perdre 3 passes rabattues, mais au-delà de tout ça, je trouve que c'est vraiment lui qui s'illustre comme le général de la défensive des Nordiques cette année. Beaucoup plus que Brodeur, qui est un excellent joueur. Le Brodeur, c'est un talent inné, clairement. Mais ça donne un excellent duo. Puis c'est pas pour rien que Lionel Groulx est 4-1 en ce moment, puis qu'ils ont été capables de gagner des matchs serrés parce que ce joueur-là fait des gros jeux dans les gros moments. Édouard Montpetit, difficile. Chamberlain, une excellente saison, mais un qui a une très bonne saison défensivement, c'est Alessio Carmosino, qui, lui, a un touché, qui est partout sur le jeu. Si tu veux voir un joueur d'Édouard Montpetit, lui et son partner, Alexis Cardinal, là, c'est probablement eux autres qui font le plus de jeux. Même Nathan Tessier, qui est vraiment pas mauvais du côté d'Édouard Montpetit. Ils ont des bons éléments défensifs. C'est juste que ça, mais Carmosino a toute une saison qu'il connaît. Présentement. Puis le troisième, c'est un joueur que je parle quasiment à toutes les semaines, de Phil, puis les Stru qui m'écoutent savent que je l'aime beaucoup, c'est Lancelot Gilbert à Valleyfield. Moi, ce joueur-là, je le trouve exceptionnel. Écoute, je pense que j'ai pas d'autres mots que pour le décrire. C'est un joueur qui est toujours sur le jeu, prend rarement la mauvaise décision, puis rend tout le monde autour de lui meilleur. Puis je pense que ça fait de la qualité d'un excellent joueur de football. Moi, ça serait mes 3 présentement. J'en ai nommé quelques-uns là, qui pourraient... je vais vous laisser aussi en nommer quelques-uns, là, mais il y a beaucoup de bons joueurs. Moi, ça serait mon top 3, évidemment. Aubé, Carmosino et Gilbert. Excellent. Marc Gagnon. Oui, j'avais Raphaël Aubé aussi. Tu as tout dit. Fait que, ça, je ne rajouterai pas. Un joueur que j'ai pris à Lévis, Vincent Fournier. Oui, absolument. Mike Linebacker, il est partout. Il est juste partout. J'ai écouté encore le match en fin de semaine contre Abbott. C'est pas nécessairement lui qui va faire le plaqué, mais il va forcer la course à l'extérieur.
Il est jamais bien loin. Combien de fois dans ce match-là, honnêtement, c'est juste pour faire du pouce ton argument, Marc, si tu me permets, là, qui a ramené le jeu à l'intérieur, puis ça a causé peut-être un jeu de 2 verges au lieu d'un jeu de 15-20 verges. Oui. Une passe le long du sideline à 15 verges. C'est qui arrive en arrière, il est là. Fait que, ça en dit long. Là. Il y a toujours le 52 qui se relève après le jeu. Là, il y a le 52 qui se relève. Fait que ça, c'est beau de le voir aller. Puis là, on a la meilleure défensive du circuit qui est Saint-Hyacinthe. Il fallait trouver un joueur aussi. Il y en a plusieurs, on aurait pu nommer. J'ai pris Antoine Lebrun sur la ligne défensive. Lui aussi, on le promène beaucoup. On le promène un peu partout, côté court, côté large. Double team, souvent. Il va arriver à forcer le jeu. Souvent, là aussi, en plaqué. Il va finir les plaqués dès que ça se passe dans le backfield. Il n'est jamais bien loin. Fait que, mais il y a beaucoup de joueurs, mais au niveau statistique aussi, Antoine a quand même des grosses statistiques pour un ailier défensif. Là. Il y a 4 sacs, il est dans les meneurs parce qu'ils sont 5 ou 6 joueurs, je pense, à 4 sacs en ce moment. Donc, il y a toute une saison pour Antoine Lebrun. En plus, 18-19 plaqués, là, je ne l'ai pas devant moi, là, mais c'est ça. C'est 15 plaqués, là, mais peu importe. On a sûrement oublié 2-3. Il devait passer proche à un moment donné. Là. Ça être pas mal. Non, beau travail de Saint-Hyacinthe. Il faut continuer comme ça. Les séries s'en viennent. Yes. Moi, ça fait le tour avec les joueurs. Moi, Oreb, Nuchogouin, Nouena, avec Montmorency. Si vous parliez des fois que vos jupons dépassent, ben moi, mon fils est à Montmorency, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mais Oreb, c'est un athlète extraordinaire. Un gars de 6 pieds 3, 220 livres, qui a, mais tu sais, un naturel, là. Et c'est un gars qui a du plaisir à jouer au football, qui est bon, qui est humble. Et là, ça, c'est le bout où est-ce que je le connais. Mais le bout où je le regarde jouer sur le terrain, ce gars-là fait partie de ceux qui ont 4 sacs. Il y a 9 plaqués pour perte. Il y a 2 interceptions, 2 passes rabattues. Il n'est pas dans les tops au niveau des plaqués parce qu'il y en a 22,5. Mais tu sais, à Montmorency, tout le monde plaque. Là. Sincèrement, cette défensive-là est extrêmement solide. Mais Oreb est une bougie d'allumage dans ce groupe-là. C'est, je le dis, là, il y a beaucoup de très bons joueurs, mais je pense qu'en termes de talent brut, en termes de capacité, en termes de... Oreb est à un niveau supérieur. C'est franchement un excellent joueur de foot qui connaît un très, très bon début de saison. Il faut mettre son nom dans le lot, dans le chapeau, là, quand va venir le temps de choisir le MVP défensif de cette saison-là. J'avais Raphaël Aubé, Alessio Carmosino aussi, mais Trois-Rivières qui a une défensive qui, malgré tout, fait du très, très, très bon travail. Là, on regarde ça, puis souvent dans ces équipes-là, ce qui arrive, c'est que l'attaque ne fait pas tout le temps le travail. On revient souvent sur le terrain. Mais il y en a un très bon. Oui, il y en a un très bon. Mais Guillaume Parent, il est franchement excellent. Un autre avec 4 sacs. C'est la 4e équipe qui a accordé le moins de points, le Trois-Rivières, quand je mentionnais ce qu'ils font. Guillaume Parent, très solide. Très, très, très solide. Je le trouve impressionnant depuis le début de l'année. Il est là à chaque jeu. C'est le général de cette défensive-là. Donc, pour moi, Guillaume Parent, c'est ma mention spéciale en défensive. Voilà, écoute, c'est un excellent choix. Puis, c'est pas pour rien que Trois-Rivières a joué un match serré quand même en fin de semaine. On parlait un peu contre Momo, là, parce que lui, il a été très bon, mais il est bon depuis le début de l'année. Ça permet à Trois-Rivières de rester dans le match parce que c'est un bon général en défensive. C'est un excellent choix que tu as fait là, Phil. Merci. Coup de cœur. Marc? Coup de cœur. Complètement. On va sortir du terrain. Good. On va commencer. Un coup de cœur, j'aimerais donner un beau shout-out à l'annonceur maison de Abbott. Lors des matchs, il fait un travail exceptionnel, bilingue, s'il vous plaît. Si c'est Abbott qui a la balle, on va parler anglais. Si c'est Lévy qui a la balle, comme en fin de semaine passée, on traduit, là. Il fait vraiment un beau travail. Ce que j'adore aussi là-dedans, c'est qu'il y a une impartialité. Oui, évidemment, là, c'est l'annonceur maison d'Abbott. Il va mettre un peu plus d'intensité, puis c'est parfait comme ça. Mais il est capable de bien décrire le match. Pour nous, c'est du bonbon là, d'écouter ça
Chez nous, là, dans notre salon, c'est parfait. Puis, je peux faire la même chose aussi, mais une belle mention pour Sherbrooke aussi. 2 jeunes hommes qui font la description. Les commentaires sont pertinents. Eux aussi, c'est des gens de Sherbrooke, mais ils sont capables de voir aussi la qualité aussi du travail des autres équipes. Donc, chapeau à ces deux-là. Je trouve ça très cool que tu mentionnes ça parce qu'on en regarde des matchs par webdiffusion, par RSEQ.direct. Puis, je nommerai personne ou des places où c'est désagréable à écouter pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est technique, des fois, c'est des affaires qu'on entend qu'on ne voudrait pas entendre. Des fois, il y a toutes sortes d'affaires. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est pas important, mais c'est vraiment de mettre l'emphase sur ce qui est bon, là. Ceux qui prennent le temps de faire une description, puis en D1, on a les Cougars de Champlain-Lennoxville, tu as toujours une équipe de description qui est là. Ceux qui prennent le temps de faire ça, puis bien le faire, là, bravo, puis merci, parce que vous rendez beaucoup plus agréable le visionnement de ces matchs-là. C'est très apprécié. Vas-y. Ouais. Il devrait en avoir plus de ça. Je pense que presque chaque équipe devrait, au moins en D1 même et en D2, je pense que des duos de description, ça pourrait faire. Surtout que ça devient de plus en plus populaire avec la vidéo. Des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais si au moins tu peux entendre la description, mais tu as quand même une allure du match qui devient intéressante. Donc, je pense que ça pourrait. On lance un message à tout le monde. On lance un message à tout le monde. Absolument. Non, regarde. Fait que excellent coup de cœur, Marc, là, franchement. Oui, tu es sorti des sentiers battus, mais pour de très bonnes raisons. Bravo pour ça. William, coup de cœur. Édouard Montpetit pour les hot dogs. Non, c'est pas vrai. Non, honnêtement, la défensive de Lionel Groulx. Moi, j'adore ce que je vois de cette équipe-là. C'était une équipe qui descendait de D1, mais que je ne pensais pas qu'il serait nécessairement... oui, ça me surprend pas qu'il soit dans le top 2, mais je m'attendais pas à ce qu'il le fasse de cette façon-là quand même. J'aime beaucoup leur défensive qui est très... On a parlé de Raphaël Aubé, on a parlé de Loïc Brodeur, mais ils ont des excellents joueurs aussi, comme Charles-Émile Ménard, Zachary Saint-Germain. Donc, c'est une défensive qui est bien bâtie, qui n'a pas beaucoup de faiblesses, puis qui est capable de... Même si des fois, elle va donner des points, mais elle va faire les jeux dans des moments clés. Puis je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont 4-1. Moi, j'aime vraiment la façon dont cette équipe-là joue défensivement. Donc, je voulais le mentionner. Excellent. Moi, de mon côté, je suis allé avec le fait que... Puis oui, ça fait quelques années que c'est comme ça, là. Mais je trouve que d'avoir la D2 est la ligue la plus le fun à suivre quand tu prends un pas de recul parce que tu ne sais jamais qui va gagner quel match chaque semaine. Le classement, ça fait partie du fun d'essayer de deviner quel genre d'ordre tu peux avoir. C'est extrêmement difficile à deviner. Puis tu le sais qu'une fois rendu en éliminatoire, les deux équipes qui s'affrontent, peu importe c'est qui, ont des chances d'aller gagner le match. C'est pas une ligue où il y a quoi que ce soit de décidé d'avance ou est-ce que tu as des frontrunners qui sont tout seuls. Ceux qu'on met comme des équipes favorites, on le sait, ils ne seront pas tout seuls. Il va y avoir du monde, il va y avoir des équipes autour. Là, cette année, on regarde, Saint-Hyacinthe est très bien parti, mais ils ont perdu un match, eux autres aussi. Donc, c'est juste de montrer que cet aspect-là de la Ligue, de la Division 2 collégiale, c'est un niveau qui est vraiment le fun à regarder, un peu plus ouvert que la Division 1, probablement pour toutes sortes de raisons, parce que tu as peut-être des trous à plus de place, mais tu as des excellents athlètes qui profitent de ces trous-là, qui rendent le jeu spectaculaire et le fun à suivre, parce que tu as des bons pointages puis tu as des bons matchs semaine après semaine. Donc, c'est mon coup de cœur en Division 2, sans cibler une équipe en particulier ou un élément. Est-ce qu'on a une déception? Est-ce qu'on a une déception, les gars, de notre côté en Division 2? Déception, je dirais peut-être plus un constat. On a eu quand même des mouvements là, entre divisions où on a des équipes qui ont passé de la D1 à la D2, de D3 à la D2. J'avais l'impression peut-être que le gap entre les divisions était peut-être un peu plus proche. Peut-être que je tire des conclusions rapidement, mais ce que je vois, c'est que il y a quand même une bonne différence entre les... Là, on a quand même la preuve avec des équipes de D1 qui arrivent, qui compétitionnent, qui sont vraiment solides en D2. Puis la D3 qui est arrivée, évidemment, là, Onsic et Beauce-Appalaches, ils ont eu des... Le changement était quand même difficile. Là. On a quand même eu un changement de garde de ces deux côtés-là. Mais présentement, on a de la difficulté à figurer là, puis à sortir des bonnes performances. Donc, peut-être que c'est plus un étonnement, en fait. Je me serais attendu à ce que ça soit un peu plus près
Parce que quand je vois la qualité sur le terrain, le spectacle est aussi bon, là, en D1, en D2, puis même en D3, mais là, je vois le constat un peu simpliste, peut-être. Là. Mais c'est un constat que je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, on aime ça dire, l'équipe la plus poche en D1, tu as les équipes de D2, nous autres, on serait capable de vous pogner n'importe quand, puis c'est sûr qu'on vous bat, puis là, tu essaies de dire au monde, non, c'est pas si clair que ça. Justement, comme tu dis, on le voit. Bon, les équipes de D1 qui sont descendues sont parmi les tops, mais ils doivent se battre. Fait que tu vois que les meilleures équipes de D2 sont là. Mais c'est vraiment le gap qu'on a vu, c'est vraiment les équipes qui sont montées. Je pense que Beauce-Appalaches, je vais rester avec cette idée-là pareil, Beauce-Appalaches, les éditions des 2 dernières années auraient été encore plus compétitives que celle-là. Oh, absolument. Tu as fini un cycle, tu te trouvais à finir un cycle d'excellence à Beauce-Appalaches, de domination, puis c'est pas juste domination face à ta Détroit, c'est parce que les joueurs qui étaient là, tu sais, je pense que tu as fini un cycle de vraiment haut calibre. Au moment où tu montais, fait que là, tu perdais des joueurs, tu fais jouer des joueurs qui ont moins d'expérience et tout. Fait que je pense que ça a contribué à créer un écart qui n'aurait pas eu peut-être l'année passée. Mais j'ai confiance, Beauce-Appalaches va remonter. Mais Huntsic, franchement, ça, l'écart est quand même quelque chose. Oh, absolument, puis on en parle la semaine après semaine. Là, c'est cette valeur, mais ils nous ont pas prouvé quelque chose pour nous donner un argument en leur faveur. T'sais. Alors que Beauce-Appalaches a quand même joué des matchs serrés, a montré des choses intéressantes, contrairement à Huntsic, qu'on n'a pas vu grand-chose de deux autres, malheureusement. Là. On va leur laisser le temps quand même. Là. Ces cycles-là doivent se bâtir, puis on va... Exact. C'est juste qu'à ce stade-ci, il n'y a pas d'argument pour... Non, tu as bien raison. Ils seraient les premiers à te le dire. Ils voient bien le résultat plus que nous autres encore. Mais il y a vraiment une question de... effectivement, comme tu dis, il y a un constat à faire. Ceux qui se disent, hey, la différence n'est pas si grosse que ça, ben, finalement, elle est là. Elle existe réellement. Moi, de mon côté... En fait, je ne sais pas, William, toi, je vais te laisser y aller avant parce que je dois être poli quand même. Ben écoute, tu parlais d'équipe de D1 qui descendait, puis je trouve que Lionel Gros joue vraiment bien. Lévis-Lauzon, c'est pas si facile que ça, honnêtement. Là. C'est la 3e pire défensive de la Ligue. Moi, je pensais que cette défensive-là serait meilleure. Honnêtement, là, ils ont donné quand même 133 points. Ils ont gagné des matchs serrés contre des équipes qui ont des fiches négatives, comme Édouard-Montpetit d'ailleurs, au début de la saison. Ils ont gagné de façon dramatique ce match-là. Ils pourraient être 2-3 facilement là, avant de ce match-là. C'est une équipe qui fait de belles choses. Ligne à l'attaque exceptionnelle, ligne défensive. Dans les tranchées, pas de problème. Mais secondaire, tertiaire, on a parlé de Fournier, là. Mais à part de ça, je trouve pas qu'il y a un game changer, puis il peut pas tout faire tout seul, là, on s'entend. Ça sera une petite déception pour moi, sans dire que c'est une grande déception, parce que je pensais que cette défensive-là était meilleure que ça, et qu'elle pouvait être une défensive qui ferait vraiment à Lévis être top 3 présentement, au milieu, environ arrivé au milieu de la saison. Puis, tu as parlé un peu de l'attaque de Montmorency, là, je pense que c'est un manque de constance, un manque de... qui est un peu décevant parce que on s'attendait à des meilleurs résultats de leur part offensivement. Mais sans dire que c'est des grandes déceptions, ça serait mes 2 déceptions, mais il n'y a pas rien d'alarmant non plus. Pour moi. Non, tu l'as dit, puis moi je m'en allais là aussi un peu avec l'attaque de Montmorency, c'est peut-être parce que je l'ai d'en face un peu plus souvent, mais regarde, je regarde tous les matchs pareil, c'est juste que les autres, je vais les voir un peu plus souvent sur place, mais ça ne change rien. Ça reste que je comprends qu'il y avait il y a vraiment eu un changement de la garde là-bas. La ligne offensive est jeune, talentueuse, mais jeune. Évidemment, le corps arrière qui arrive, un nouveau corps arrière. On n'a plus d'Olivier Cool. Ça change beaucoup de choses, mais c'est le temps que ça prend. Puis la réalité, c'est que, bon, Esteban a été blessé, a raté 2 matchs, et ça n'aide pas, c'est sûr et certain. Il y a lieu de trouver des solutions pareilles assez rapidement. Parce que, je le dis, le football d'automne qui se place de plus en plus va être difficile parce que ce n'est pas une équipe qui court aussi bien que d'autres, qui n'ont pas de Tristan Thibault. Peter Ndicipaldos, je l'aime beaucoup. C'est un bon joueur de foot, il n'y a pas de doute. Mais le jeu au sol, c'est global. C'est pas juste un gars qui porte le ballon et qui trouve des trous à lui tout seul. Il faut qu'il se crée ces trous-là. Il faut créer des...
Est-ce qu'on est capable de. Est-ce que notre jeu aérien permet de créer ça, justement? Tu sais, il y a tout un ensemble avec cette attaque-là que j'ai hâte de voir fusionner un peu plus là, pour être plus efficace parce qu'en 5 matchs, on n'a pas marqué 100 points. Fait qu'on a une moyenne d'en bas de 20 points par match à Montmorency. Il faut trouver des solutions à ça. Il faut monter ça d'une coche parce que notre défense est extrêmement forte. C'est juste que là, si notre attaque est à ce point plus basse, finalement, on redevient comme une équipe de 500. Puis c'est à peu près ça qu'on est. On est 3-2. Fait que c'est un peu ça. Mais tu sais, regarde, sincèrement, là, je vous le dis, je pense qu'on finit avec ça, puis en même temps, c'est chercher des bébites en D2, tu l'as dit, il n'y a rien de majeur. Il n'y a pas des problèmes majeurs. Je mets beaucoup plus d'emphase sur mon coup de cœur que j'ai du fun à regarder tous les matchs, peu importe c'est lesquels, à regarder équipe après équipe. Puis tu sais, j'ai eu du fun à regarder le match Beauce-Appalaches-Onsic aussi. Je trouve qu'on a eu des, tu sais, en regardant la game comme il faut, oui, il y a eu plein de plaqués ratés, il y a eu des affaires, tu sais, qu'aucun coach aimerait voir, mais j'ai vu des jeux le fun à regarder pareil, puis tu sais, je trouve qu'il y a quand même du bon football qui se joue en général, puis on est capable d'avoir des bonnes performances dans tous les matchs. Fait que, tu sais, pour moi, c'est bien plus important ça que d'essayer de bisouner à savoir pourquoi un X ou un O à une place a causé des problèmes ou cause des problèmes récurrents à une équipe. Bon, exact. C'est pour ça que je disais, les villes aux autres, c'est une déception parce que je pensais que notre défensive serait meilleure, mais c'est pas alarmant non plus. Donc, c'est juste un constat plus qu'une déception que je fais. Je pense que c'est une équipe qui est assez bien coachée pour être capable de redresser la situation pour les séries éliminatoires. On parlait de CNDF tantôt, c'est constance. Exact. C'est constant pendant un match, on est capable de se battre à toutes les semaines. Là. Ben, c'est toujours ça, peu importe le sport, que tu joues au golf, au badminton, que tu fasses du cyclisme ou quoi que ce soit, whatever, qu'est-ce que tu veux faire. Des bonnes performances, quand tu es bon, tu es à un certain niveau, tu es capable d'en donner une fois de temps en temps. C'est ta constance dans ces bonnes performances-là qui fait la différence entre les meilleurs et les moyens. Puis dans le fond, c'est juste cette recherche-là. Puis quand ils disent piquer au bon moment, ben, on n'est pas encore rendu au moment où on a besoin de piquer. Pour l'instant, on a encore un peu de lousse. Il nous reste une coupe de match à disputer encore. Yes. Ça va être une très belle fin de saison là, dans les deux divisions. Ça va être captivant. Ça va être absolument, absolument. Et aussi captivant, j'imagine que le show qu'on vient de faire ensemble, parce que c'était un segment franchement très, très agréable à faire. Je souhaite que les gens aient apprécié ça autant que nous, on a eu du fun à le faire. Ben, je parle au nous, là, peut-être. Moi, j'ai eu bien du fun. Oh oui, absolument. Définitivement, non, c'est pas mal de fun. Puis c'est ça. On parle de football. Je trouve qu'on couvre vraiment large aussi. On amène tous les aspects. Fait que non, c'est super bon. C'est vraiment bon. Excellent. Fait que bonne fin de saison tout le monde. Et je souhaite à ceux qui n'ont pas entendu leur nom parmi les MVP et qui s'attendent à se retrouver là, de continuer de jouer encore plus fort et d'en donner encore plus. Comme ça, on va dire votre nom à la fin de l'année. Ouais, non. Je nommer tout le monde, là, mais. Non. Parce que là, on a déjà fait un long show. Fait qu'imagine si on avait commencé à nommer tout le monde, on passait la nuit, ça. Non, ben, on nomme ceux qu'on pense qui méritaient d'être nommés. Comme je le dis souvent, c'est pas un manque de respect envers qui que ce soit. C'est juste prove me wrong, puis ça va me faire plaisir de visiter le tir après. Et voilà. Yes, sir. Hey, merci encore, les gars. Bonne semaine et bonne fin de saison de football. On se retrouve bientôt. Anyway, on parle bientôt de foot. Yes. Salut messieurs. Salut.